Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes en septembre 2024, c'est l'épisode 377. Dernière nouvelle suite à l'arrestation de Pavel Durov, le boss de Telegram, dont on avait déjà relayé l'arrestation durant l'épisode de la semaine dernière, avec l'épisode hebdomadaire de la semaine dernière, vous pouvez réécouter ça. Et puis on a du nouveau aussi sur Elon Musk. Alors Elon Musk, il nous déçoit, je pense jamais, pour nous nourrir en sujet dans le podcast depuis le rachat de Twitter. On peut au moins le remercier une fois de plus pour ça. On va parler aussi de plein de choses, de modification des images par intelligence artificielle, forcément sous plein d'angles. Et puis on va parler aussi un petit peu de jeux vidéo. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur, technophile, enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Mais moi ça va très bien. Excellent, on a fait notre rentrée podcastique il y a de ça quelques épisodes maintenant, mais c'est la rentrée là officiellement en ce moment, là durant ces derniers jours. Les petits enfants arrivent à l'école, donc j'imagine que les JT de 13h ont refait les reportages où les enfants pleurent en étant séparés de leurs parents. Moi j'en suis, tu sais Guillaume, sur la période où je remplis là les formulaires, les fiches d'inscription. J'ai un appel à faire pour vous qui travaillez dans l'éducation nationale. Comment ça se fait que chaque année, quand on a des enfants à la rentrée, le soir, on a systématiquement des fiches sur lesquelles il faut remplir plusieurs fois la même information sur la même fiche et sur parfois plusieurs fiches? Je comprends pas, c'est pas possible. On est en 2024, enfin, ça devrait être un QR code, tac, tu saisis le truc. Bon, bref, allez, excusez-moi, il y a sans doute des réalités derrière. Merci beaucoup à Kevin Salem, Didier Lutti et Julien Senemo qui ont accepté de nous soutenir sur Patreon. Parce que si vous appréciez Tech Café, son contenu vous est peut-être utile, vous permet de vous tenir informé tout en passant un bon moment. L'info que vous y trouvez vous paraît pas disponible ailleurs, ou en tout cas sous ce format idéal, qui est le podcast, qui vous permet d'occuper des moments où vous êtes disponible pour faire d'autres choses. Eh bien, soutenez-nous sur patreon.com/techcafé. En échange de quelques euros par mois, vous profitez d'un accès à des contenus exclusifs, mais aussi et surtout à un flux RSS privé qui vous permet d'ajouter le podcast pour écouter les épisodes sans la pub dans votre app habituelle, pas la peine de changer d'application ou de vous retrouver à l'écouter sur un site internet. Vous pouvez rajouter le flux RSS sur votre app. Donc voilà, si vous aussi vous vous informez tout en écoutant Tech Café pendant que vous faites le ménage, le bricolage, le rangement ou justement le remplissage de fiches de renseignements scolaires, peut-être que ça vous manquerait de ne plus avoir le podcast disponible chaque semaine. Je vous invite à vous abonner sur patreon.com/techcafé. En plus, vous pouvez plafonner votre participation, c'est sans engagement. Vous arrêtez quand vous voulez et vous remplacerez peut-être celles et ceux qui ont bien voulu nous soutenir pendant un moment. Merci aussi de déposer des avis sur les plateformes de podcast. Parce que j'allais te poser la question, Guillaume. Selon toi, c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais podcast ? Entre un bon et un mauvais podcast ? Ouais. Je sais pas, le nôtre il est bon après. Je ne connais voilà. pas de mauvais podcast, j'en ai aucun. Le Tech Café, c'est pas loin d'être le meilleur. Et comment on le vérifie ça ? Mais parce que les auditeurs évaluent le podcast sur les applications. Et donc, si vous appréciez Tech Café, on a besoin de vos 5 étoiles sur les applications pour différencier un bon podcast avec plein d'étoiles, plein de notes à 5 étoiles et d'autres podcasts qui ne sont pas encore assez bons pour avoir autant d'étoiles que nous. Donc voilà, je voudrais citer Néo Puyot qui s'est prêté à l'exercice et qui dit des épisodes réalisés avec beaucoup de sérieux et à écouter de manière détendue. Merci au duo de Guillaume pour les échanges technologiques que vous nous partagez avec une analyse critique et toujours une pointe d'humour bienvenue. Merci beaucoup à toi. Les interactions peuvent continuer aussi dans les commentaires sur techcafé.fr ou sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. Et on ne peut pas aller, Guillaume, et relayer les news de cette semaine sans justement repasser par la case des interactions parce que je dois dire qu'on a eu plein de réactions sur le serveur Discord de Tech Café. Je pense que c'est les échanges et les sujets qu'on a abordés, plus que la photo de chatons qui traînent dans le rubrique divers. Les chatons ont ouvert leurs petits yeux, Guillaume. C'était trop mignon, ces derniers, ils ouvrent leurs yeux. Bon bref, pardon. Donc il y a eu plein d'interactions. Et oui, il y a un sujet qu'on a mentionné un petit peu rapidement. Il y avait ce fameux réflexe d'identifier les images. Et quel est le premier réflexe qu'on a quand on voit une image qui sort un peu de l'ordinaire ? Est-ce qu'on a ce réflexe de se dire ça n'aurait pas été fait par intelligence artificielle, ça ? Et ça a généré finalement pas mal de réactions. J'ai l'impression que c'est que le début en plus, Guillaume. Bah oui, il y a eu beaucoup d'interventions entre Durov et les fausses images et les vraies images. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de discussions finalement cette fois. Et bon, oui, c'est vrai, voilà, gros, les auditeurs sont plus ou moins inquiets, selon les cas, à l'idée que les fakes prolifèrent. Après tout, c'est vrai qu'on peut en faire depuis longtemps des fakes, il n'y a même pas besoin de falsifier une image d'ailleurs pour la détourner.
Et bon, certains font confiance aux grands médias pour faire le tri, et faire des mea culpa, hein, s'ils se trompent aussi, et ce qui arrive de toute façon inévitablement. Et Mika évoque d'ailleurs une erreur récente à corriger à propos de l'hospitalisation d'un athlète belge, repris par plusieurs journaux. Et c'est vrai que les journaux, comme tout le monde, vont avoir de plus en plus l'occasion de se tromper, surtout qu'ils doivent aller vite, hein, publier des titres qui attirent le lecteur, évidemment, autant que possible. C'est vrai que je fais pareil. Je trouve assez normal et assez sain d'avoir plus, plus confiance, si tu veux, dans les sites de médias bien établis, les journaux ou autres, hein, que dans les trucs qui circulent sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, voilà, avec des mecs random. Bon, évidemment, ça paraît quand même... C'est pas garanti à 100%, évidemment, que ça soit vrai tout le temps sur les grands médias non plus, mais la probabilité que des conneries soient partagées, c'est quand même vraiment inférieur. Et là, parce qu'évidemment, la réputation du journal est en jeu, même si c'est pas une garantie complète. Et donc, comme on avait dit, si on voit passer des images concordantes sur divers médias indépendants, un peu sérieux, qui parlent du même événement, on peut commencer à se dire que c'est crédible. Alors que si on voit une image choc sur Facebook, évidemment, méfiance, quoi. Hein. Et c'est une méfiance, c'est marrant, qui s'étend, qui déborde un petit peu partout, et même sur les images réelles, et voilà, et d'ailleurs, il y a Onustus qui a posté une photo qu'il a jugée fake, parce qu'effectivement, les bâtiments, ils semblent un peu courbés. Alors probablement c'est l'objectif qui fait ça, tout simplement, mais la photo altère la réalité, de toute façon, la focale, l'exposition, les couleurs. Puis on a les filtres aussi qui sont déjà partout, et les retouches qui sont déjà là. Et donc oui, on commence à douter de tout, quoi. Mais c'est mieux en réalité, je pense que c'est mieux. Et puis je trouve qu'il ne faut pas minimiser l'impact des nouveaux outils parce que finalement ils font que démocratiser ou accélérer quelque chose qui était déjà possible avant. C'est vrai qu'on peut trafiquer des photos depuis que ça existe la photo, hein, et on a déjà des clichés retouchés qui ont près d'un siècle, hein. Staline ça n'est pas privé. On a Photoshop depuis 30 ans, c'est vrai, et d'ailleurs c'est un argument que j'entends souvent revenir de temps en temps. Ouais, mais bon, les fakes, de toute façon on a Photoshop depuis 30 ans, parce que finalement la photo numérique et Photoshop ont démocratisé et accéléré et facilité la modification des clichés qu'on pouvait encore faire avant, hein, de manière encore plus compliquée. C'est vrai qu'on peut pas dire que ça ait déclenché une apocalypse, hein. Mais bon, il y a quand même des impacts importants, et puis il y a des soucis qu'on n'a toujours pas résolus. Tu sais, le fait qu'une actrice, aucune actrice, aucun acteur ne peut voir sa photo publiée dans un magazine aujourd'hui sans avoir été lourdement modifiée, à plein de niveaux. Et tout ça, ça a un impact social, hein, et ça fait longtemps, ça fait des décennies, hein. Et le fait que plus personne ne fasse de vidéos ou de photos sans appliquer de filtre, c'est pas anodin non plus. On a parlé aussi, hein, des problèmes de représentation de soi et de ce genre de trucs. Chaque semaine, de toute façon, montre qu'on est encore au-delà d'un nouveau Photoshop quand même, hein, parce que Flux sait créer des humains bien mieux qu'avant, et que n'importe qui peut désormais faire des LoRa pour inclure des célébrités, qui pourront se retrouver à faire n'importe quoi dans n'importe quel cliché, c'est parfaitement réaliste. Alors Reddit, c'est l'endroit idéal pour mesurer ces progrès, et donc j'ai mis des liens effectivement sur des posts que j'avais trouvé amusants, quoi. Hein. Donc effectivement, il y a un LoRa de Henry Cavill, voilà, Henry Cavill et Blake Lively, et franchement, bonne chance pour détecter que c'est des fakes, quoi. C'est vraiment à s'y casser le nez. Et d'ailleurs, il y a de temps en temps des quiz sur Reddit, voilà. Alors voilà, j'ai fait ces photos, laquelle est fake, laquelle est réelle, et j'ai de plus en plus de mal. Et maintenant, il y a la vidéo. Il y a Kling et Gen 3 qui permettent des mouvements qui sont déjà très naturels. Et d'ailleurs, toujours sur le Reddit de Stable Diffusion, hein, il y a par exemple, hein, vous pouvez aller voir, là aussi il y a le lien, hein, une courte vidéo de deux filles qui semblent discuter comme ça sur un canapé, ou sur un lit, je sais plus, voilà, il y en a une blonde, une brune, elles sont mignonnes, mais elles sont normales, quoi, elles sont pas trop parfaites, tu vois. Et la blonde, elle tient un bout de papier, et le bout de papier bouge quand elle bouge elle-même de manière tout à fait naturelle, et dessus il y a écrit « Désolé, nous ne sommes pas réels ». Et si on est très attentif, on peut remarquer que la main droite de la blonde, en fait, elle a un petit tressautement, un moment où les doigts se mélangent un court instant, mais c'est très subtil. C'est la première version de Kling, hein, qui a fait ça. Dans 2 ou 3 ans, bon courage pour détecter quand une vidéo qui a l'air totalement naturelle, hein, et complètement fausse. Bientôt, avoir une vidéo d'un faux événement, ça deviendra aussi simple que d'en faire une image. Aujourd'hui, c'est encore une sorte de garantie. Tu vois, d'avoir un film, si un événement est filmé, et que la physique part pas trop en couille, on se dit que c'est sans doute réel. C'est plus pour longtemps en réalité, hein, et les générateurs vidéo open source sont déjà là. Ils ont fait un bond en avant, tout dernièrement, la semaine dernière, avec Cog Video 5B, qui est le dernier né qui permet à des cartes graphiques grand public, alors puissantes, mais quand même grand public, de générer des clips de quelques secondes qui sont beaucoup plus cohérents qu'avant, et ça m'évoque carrément un moment Stable Diffusion pour la vidéo, quoi. Hein. Je pense que c'est cette année, quoi. Donc ce modèle a un cousin à ce modèle, hein, à terme, pourrait être optimisé, pourrait être fine-tuné, ça pourrait devenir beaucoup plus accessible, et puis il y aura sans doute là aussi des LoRa de célébrité, ou des LoRa de votre voisin ou de votre voisine. Il y aura aussi des LoRa de style, et il y a déjà d'ailleurs, hein, j'ai vu des styles dashcam, style caméra de surveillance pour Flex par exemple, donc de la possibilité de changer le style de la vidéo pour la faire ressembler à une vidéo amateur. Alors,
vous, chers auditeurs, vous êtes des personnes de qualité supérieure, bien évidemment. Évidemment. Et surtout, vous vous intéressez à la tech. Et vous vous tenez au courant de ce qui se passe. Donc c'est pas vraiment pour vous, finalement, que je suis le plus inquiet. Mais prenez votre voisin, votre tata, ou même votre fiston d'ailleurs, hein, des gens lambda qui scrollent leur Instagram, et pas une seconde, ils se douteraient que les 2 filles avec le papier n'existent pas, si c'était pas marqué dessus. Tu sais à quoi ça me renvoie ces derniers temps comme réflexion? Alors, ça et d'autres choses, hein, mais je trouve que c'est assez emblématique ça me nourrit beaucoup une réflexion que j'ai. Vraiment, ça nous renvoie tous collectivement à la durée de consommation d'un média image. D'ailleurs, que ce soit une image fixe ou animée. À l'histoire de l'information, de l'être humain, j'ai le sentiment que voilà, on a commencé à l'époque avec des peintures. Donc j'imagine que les peintures, c'était des trucs, tu vois, qui étaient regardés longtemps, souvent, parfois même des peintures qui sont encore regardées. La photo a dû diminuer de par la profusion de créations photographiques. Le temps passé par photo et par cliché de la part des gens à le regarder. Avec les réseaux sociaux, il y a eu une explosion qui est même plus de l'ordre de l'intelligible, parce que pour les vidéos, on parle de durée de vue de vidéos sur les réseaux sociaux à partir de 1 seconde, parfois de 3 secondes, parfois moins. Et globalement, quand on regarde des photos et des vidéos, quand on y est exposé au quotidien sur notre smartphone, sur notre écran, ou même sur notre télé ou dans la rue, je pense que de manière générale, à chaque fois, plus le temps passe, plus le temps passé en moyenne par les humains à regarder un média, une image, s'effondre. Et ce qui est rigolo, et c'est peut-être ça qui nous déstabilise, c'est que cette évolution, alors oui, tu as raison de le souligner, probablement ça concerne beaucoup les auditeurs de Tech Café qui sont des personnes supérieures et averties, mais c'est marrant, c'est la première fois qu'une évolution technologique tend peut-être, pour partie, et c'est sans doute très négligeable à l'échelle de tout ce qu'on dit, mais à inverser la vapeur et à nous faire nous attarder un peu plus sur la consultation d'une image. Tu vois la réflexion que je suis en train de mener? Alors, du coup, je te rejoins complètement sur le fait que je trouve que c'est une bonne chose que de plus en plus on se pose la question de ce qu'on regarde. Évidemment, ça c'est vrai que quand il y a une interpellation de par une originalité, une forme une déformation, mais peut-être que, allez, j'ai un secret espoir, tu sais, je suis optimiste, moi, peut-être que ça va se vérifier pour tous les médias demain, j'en sais rien. Écoute, on peut espérer effectivement que ça pousse les gens à devenir un peu plus sceptiques et à être un petit peu plus... Mais bon, c'est un travail aussi, hein, ça demande du Ouais. temps et c'est pas si évident. Et puis c'est vrai qu'il y a des gens qui ont juste pas le temps. Enfin, il y a beaucoup de gens, Mm. si tu veux, ils ont pas énormément de temps à eux. Et c'est pas forcément leur faute, hein, je veux dire. C'est pas... Et c'est juste que voilà, c'est comme ça, quoi. Et c'est pas évident, quoi. Je me demande dans quelle mesure est-ce que d'ailleurs l'éducation de nos enfants de manière générale, Ah, c'est mais peut-être c'est le fait vital. que je pense à la rentrée, tu vois, C'est va pas vital. Il devoir faut s'emparer absolument, de non, mais il ça. faut Voilà. absolument que dans l'éducation nationale, on s'empare de ce sujet. Alors, c'est déjà le cas, hein, il y a déjà des cours sur Ouais. l'infox et tout, mais il faut se maintenir à jour, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment montrer ces trucs-là. Il faut aller sur Reddit, regarder ces Ouais. vidéos-là. Mm. Faire même je sais pas, essayer de faire ces fameux quiz, c'est lequel le faux. Voilà, c'est lequel le faux, vous voyez. Voilà, vous avez 2 vidéos de nanas là qui sont sur un lit. Laquelle est la fausse? Il y en a une des deux qui est fausse. Est-ce qu'il y en a une qui est fausse ou pas? Ouais. Et ça peut être assez intéressant de voir ça parce que ça évolue vraiment très très vite, hein. Enfin, je veux Mm. dire, même nous, hein, qui suivons ça, enfin, on est Ça, étonnés. on l'a souvent relayé, la vitesse à laquelle ça va. Je trouve au passage, enfin, je trouve que ce qu'on est en train d'échanger là, on prend le temps de s'attarder un petit peu sur ces réactions, mais c'est intéressant parce que c'est un marqueur de notre évolution technologique dans la société. Et peut-être que Tech Café s'adresse habituellement beaucoup à des personnes qui sont plutôt averties technologiquement. Là, sur ce qu'on vient d'échanger, ça me semblerait pas inintéressant si vous avez l'opportunité de partager l'épisode à un entourage et de leur dire, voilà, écoute les 15 premières minutes de Tech Café sur cet épisode. Peut-être que ça va te donner matière à réfléchir sur ta consommation d'images. Pour le coup, je pense qu'on est tous concernés. On n'a pas besoin d'être expert en technologie pour se poser ces questions. Et puis des questions, Guillaume, dans le channel Réaction et de manière générale en interaction avec nos auditeurs, seront évidemment portées, comme tu le disais, sur l'affaire Duroff. Hein. Oui, bah c'est sûr que c'était l'autre grande discussion, c'était l'affaire Duroff, et bon, suite à un long commentaire de Highway 2009, je pense qu'il faut le préciser, enfin le repréciser peut-être plus explicitement, hein. L'affaire Duroff n'est pas le procès du chiffrement. Ce n'est pas une attaque contre le chiffrement de bout en bout, hein. Les seuls chefs d'accusation qui concernent la cryptographie, c'est des points administratifs. Voilà, il faut déclarer qu'on met à disposition le chiffrement, mais il n'est absolument pas interdit de le faire, et les plaintes ne visent pas du tout à empêcher Signal Telegram de chiffrer sa messagerie. En réalité, c'est peut-être pas évident si on connaît pas trop l'appli, mais 90% du contenu de Signal n'est pas chiffré. Les groupes Absolument. publics Par ne le défaut, sont pas, c'est pas chiffré. Ouais. et les conversations privées ne le sont pas non plus par défaut. Il faut activer le chiffrement explicitement sur des conversations en un contre un, quoi.
La majorité du contenu est stocké en clair sur des serveurs de Telegram, comme sur Facebook. Telegram est une sorte d'hybride entre une messagerie et un réseau social en réalité. Et les griefs contre Telegram, ils concernent justement le contenu public, pas le contenu privé et chiffré, qui est par essence inconnu de toute façon. Ce qu'on reproche à Telegram, c'est d'héberger du contenu illégal, de le savoir et de ne rien faire contre, et de ne pas donner suite aux demandes de la justice quand il y a une procédure judiciaire qui concerne le contenu. Telegram se vante de ça, c'est même un argument marketing. Il ne fournit des données de ses utilisateurs que très exceptionnellement, hein. Il s'en vante, mais en réalité, c'est une entrave à la justice. Et puis on le rappelle aussi au passage, les termes de service de Telegram, donc les règles de Telegram lui-même, prohibent le contenu illégal et pornographique, ou la promotion de la violence. Telegram a donc un double langage, et parce que, globalement, il dit que il a des règles, il les applique pas, et il se vante de tout faire pour qu'elles soient pas appliquées, quoi. Donc l'affaire Telegram, maintenant qu'on en sait un peu plus, hein, parce que voilà, depuis il y a eu quand même des précisions, ce n'est pas une attaque contre le chiffrement, ni contre la liberté d'expression. C'est la justice qui demande des comptes à Telegram pour ne pas faire ce qu'elle est obligée de faire, hein, enfin ce que Telegram est obligé de faire, c'est-à-dire virer les contenus illégaux quand on lui demande déjà. Et pas faire semblant de pas savoir qui sont là, parce que bon, des groupes publics qui ont quasi pignon sur rue, il y en a plein. Des groupes qui sont souvent signalés d'ailleurs, hein, par plein d'utilisateurs. Et des groupes qui sont pas chiffrés et donc parfaitement accessibles à Telegram comme à tout le monde. Ce qui est visé par la procédure, c'est pas les échanges chiffrés entre les gens sur Telegram, ce sont les groupes publics de milliers de participants qui sont parfois remplis de pédoporn ou d'autres joyeusetés, hein, et ça, oui, par contre, effectivement, c'est dans la ligne de mire. Et je pense que ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression, malgré les cris d'orfraie de certains. Mais on va en toucher deux mots finalement dans l'épisode. Bon, l'épisode qui vient de débuter tout seul finalement, je sais pas, c'est parti tout seul. Monsieur l'agent, c'est parti tout seul. T'as pas réussi à me laisser glisser mon sans autre forme de procès. Du coup, je le glisse. Mais en plus, ce qui est d'autant plus rigolo, c'est que dans les médias grand public, c'est souvent que Telegram est présenté comme le service de messagerie cryptée. Ce qui me fait toujours sourire. Mais donc, effectivement, sans autre forme de procès, Guillaume, parlons un peu de Telegram. Et il est question d'ailleurs, pour bien comprendre ce qui se passe derrière Telegram aussi, on peut peut-être s'attarder sur le nombre d'utilisateurs qui déclenchent un certain nombre d'actions légales, Guillaume. Oui, alors il y a plein de trucs, effectivement. Il y a eu, depuis la semaine dernière, il y a eu quand même quelques nouveautés. D'ailleurs, Durov, du coup, désormais est mis en examen, hein, donc il est coincé en France. Donc il est libre sous caution, voilà une question de 5,6 millions d'euros, ce qui correspond pour lui au budget d'un week-end au ski, je pense, donc ne pleurez pas. Et puis il doit aller pointer par contre au commissariat 2 fois par semaine, ce qui est un peu plus lourdingue. Et en parallèle, son frère, Nikolai Durov, est aussi recherché. Ils ont fondé Telegram ensemble, hein, il faut dire. Et donc les frères Pakaramazov étaient sous 2 mandats de recherche depuis le mois de mars. Et d'ailleurs, il y a aussi Ilya Perekovsky, qui est vice-président de Telegram, qui est visé par un mandat d'ailleurs aussi. Et on en sait un poil plus sur la procédure elle-même, puisque bon, les frangins ne sont pas accusés directement de pédopornographie. Par contre, il y a une enquête sur Telegram lui-même, menée sous pseudonyme, sur des faits de pédopornographie. Et donc dans le dossier, en particulier, on trouve un gars en particulier, mais il n'y en a sans doute pas qu'un, qui se vantait de fournir des photos de mineurs autoproduites. Voilà, bon, bref. Les flics ont demandé à Telegram des infos sur lui, et il n'a jamais répondu. Comme d'habitude. Par ailleurs, un document obtenu par Politico mentionne aussi la coopération quasi inexistante de Telegram avec les autorités françaises et européennes dans d'autres dossiers, ainsi que l'utilisation de la plateforme par de nombreux groupes criminels. Et c'est confirmé par NBC, qui révèle, avant même l'arrestation de Durov, que Telegram avait été interpellé par 3 groupes de lutte contre la pédophilie américains, anglais et canadiens, et qu'ils avaient tous été superbement ignorés, quoi. Donc oui, il y a des signalements pour des trucs très graves, et Telegram ne fait que dalle. Et cette très mauvaise volonté a fini par déclencher tout ce bazar. Une procédure préliminaire qui s'est close cet été, et là on en est à une information judiciaire. Donc on voit bien que c'est l'absence de coopération de Telegram qui pose le souci, pas du tout le chiffrement. Et d'ailleurs, on parle de pédoporn, mais c'est loin d'être le seul souci. Hein. On parlait tout à l'heure de fake. Il y a SentinelOne, qui est une boîte de cybersécurité, qui affirme que, en général, Telegram est un gros hub de porno non consensuel, y compris deepfake d'ailleurs, mais pas que. Alors, je suis pas juriste, mais il me semble bien que Telegram est obligé de fournir les éléments en sa possession dans la mesure de ses moyens, dans le cadre d'une enquête officielle. La justice peut demander à Facebook d'accéder à ses messages privés, à des messages privés dans des groupes Facebook, et d'identifier même les participants, par exemple. Et Facebook, de fait, collabore beaucoup plus de Telegram que Telegram, ce qui est pas dur. Et Facebook se modère aussi énormément plus. Alors, Dieu sait que c'est pas parfait, mais c'est pas non plus le laxisme total où on est Telegram. À tel point que chez Telegram, c'est un argument de vente, comme on a dit, donc faut voir que ça va très loin, quoi.
Et donc, c'est pour ça que non, finalement, d'ailleurs, on verra sans doute pas Zuckerberg arrêter à Roissy de sitôt, parce que d'un côté, il y a Telegram où c'est un souci systémique, et de l'autre, il y a Facebook où c'est un souci d'incompétence, on va dire, plus ou moins. Hein. Parce que, bon, ils essayent, mais ils n'y arrivent pas trop, quoi. Bon, alors, ils pourraient faire mieux, mais bon, voilà, c'est pas tout à fait le même truc. En tout cas, Facebook ne se vante pas de laisser faire, on va dire. Mais bon, on est bien placé hein, pour savoir que c'est pas parfait du côté de la concurrence de Telegram aussi, ça c'est certain. Apparemment, un qui se sent visé par tout ça, c'est Musk, hein, qui est le premier d'ailleurs à crier au loup contre une prétendue attaque contre la liberté d'expression. Il a tweeté « Aujourd'hui Telegram, demain X ». Ben écoute, peut-être, ça va dépendre d'à quel point tu laisses ton réseau pourrir, hein, va savoir, je sais pas. D'ailleurs, la responsabilité de Telegram est aussi fonction de sa taille, et comme tu disais, c'est vrai que pour le moment, elle n'est pas considérée comme un gatekeeper, donc elle a moins de, voilà, enfin, pas de responsabilité, mais enfin, elle a moins d'obligations que les très très grosses plateformes. Et tout ça parce qu'elle revendique que 41 millions d'utilisateurs en Europe. Et le seuil, c'est 45. Pas de chance. Par contre, chance, au contraire, c'est un petit peu étonnant, en réalité, parce que c'est une plateforme qui se vante par ailleurs d'avoir presque 1 milliard d'utilisateurs globalement. Pas beaucoup en Europe, du coup. Et du coup, ouais, ça fait pas énorme en Europe. Alors, les chiffres sont-ils volontairement réduits pour éviter de passer la barre fatidique ? L'UE se pose la question, du coup, elle est en train de mener une enquête et elle va déterminer elle-même, faire un comptage elle-même. Ça doit être dur, ça, ouais. Je sais comment pas, ils vont faire, je sais pas trop comment ils vont se démerder, mais enfin, ils vont essayer de compter eux-mêmes pour savoir, avoir un ordre de grandeur, et puis si jamais cet ordre de grandeur, il a rien à voir avec les chiffres auto-déclarés, écoute, voilà, il y aura encore un problème pour ça, et puis c'est tout. Tu parlais justement brièvement d'Elon Musk et puis je le citais en intro. Alors justement, on doit aussi parler un petit peu de ce qui se passe côté X parce que il y a un environnement d'utilisation où là aussi, alors ça les aiderait sans doute à baisser les chiffres du nombre d'utilisateurs, peut-être en fonction des paliers légaux, j'en sais rien. Bon, bref, en tout cas, bientôt, beaucoup moins d'utilisateurs X, anciennement Twitter, au Brésil. C'est le deuxième gros dossier de la semaine, en tout cas surtout pour Elon. C'est X qui vient d'être interdit au Brésil, et là aussi, bien sûr, c'est un crime contre la liberté d'expression, hein, c'était commis par un juge maléfique. Je cite Elon Musk, hein, enfin, il a écrit un truc comme « Evil dictator cosplaying as a judge ». Bon, c'est un dictateur maléfique qui fait du cosplay comme un juge. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est une histoire qu'on avait déjà évoquée finalement il y a des mois, parce que ça part de quelques comptes d'extrême droite qui étaient Jair, je crois que c'est Jair Bolsonaro, qui propagent des infox et qui font la promotion de la thèse de l'élection volée. Voilà. Bolsonaro a perdu en 2022. Ça me rappelle quelque chose, ça. Voilà, c'est ça. En 2022, Bolsonaro a perdu, mais c'est pas possible. C'est impossible, donc c'est forcément une fraude. Voilà, donc il fait une Donaldite, hein, comme on appelle ça désormais. Après, c'est vrai, il faut reconnaître. Hein, la démocratie, c'est chiant quand les gens ils sont pas de ton avis. Hein, ça, on peut le constater. Ça emmerde apparemment pas que Bolsonaro. Bref, des décisions de justice locale avaient demandé le blocage de ces comptes qu'Elon avait par la suite débloqués parce que voilà, Elon il les a débloqués parce qu'il en avait envie, hein, je sais pas, parce qu'il aime bien Bolsonaro. Et en avril, le Brésil a porté plainte contre X. Je veux dire littéralement, quoi. C'est un cri X bien connu, contre le réseau X. Et Elon, il a dit gna gna gna, c'est moi qui ai raison de toute façon. Le Brésil, du coup, a dit maintenant ça suffit ces conneries. Tu nommes un représentant légal avec qui on peut discuter et éventuellement aller au tribunal pour la procédure. Ça, c'était le 28 août, et le 30, toujours que dalle, donc X se retrouve bloqué au Brésil. Alors tout ça s'est fait effectivement par l'intermédiaire du juge de la Cour suprême fédérale qui s'appelle Alexandre de Moraes. C'est le dictateur en robe du début, et donc d'ailleurs, il a décidé, quand même c'est sérieux, hein, que X est interdit dans tout le pays. Et essayer d'outrepasser ça avec un VPN, ça rapporte 8 000 € d'amende. Ça fait quand même beaucoup. Et bien sûr, ce dictateur non élu vient de couper le pays de la seule source d'information qui dit la vérité, Dixit Elon. Donc on est en trumpisation de terminal, hein, je vais dire complètement, parce que X est donc mûr pour la fusion avec Truth Social, n'est-ce pas, puisque c'est le réseau de la vérité, le seul réseau de la vérité. Ce serait logique en tant que de réseau de vérité, ils fusionnent, ce serait normal, ce serait super. Bref, donc en fait, c'est pas que Moraes qui a décidé ça, puisqu'il y a 4 autres juges de la Cour suprême brésilienne qui le suivent totalement dans ses décisions. Enfin, il y en a 3 qui le jugent totalement sur tous les points, et le dernier qui trouve que l'amende pour l'utilisation d'un VPN est un petit peu trop sévère. Mais par contre, la coupure, pas de souci, on coupe. Donc Moraes avait déjà commencé à bloquer les comptes de Starlink au Brésil, les jours qui ont précédé. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, le service est toujours actif dans le pays et refuse de se plier à la décision du juge. Ce qui veut dire que via Starlink, tu peux toujours accéder à X au Brésil. Et il continuera à faire ça tant que ces avoirs resteront gelés,
c'est probablement une source de conflit sérieux potentiel pour très bientôt. Alors, d'ailleurs, je sais pas, comme c'est pas bloqué, est-ce que vous êtes autorisé en tant que Brésilien à accéder à X dans tout le pays par ce biais-là? Je sais pas. Et bon, d'un point de vue global, de toute façon, ça concerne de toute façon qu'une petite proportion de la population, quoi, hein. Et donc, bah, voilà comment perdre 210 millions d'utilisateurs potentiels pour aucune raison intelligente. C'est d'autant plus stupide quand on connaît les soucis financiers de X, la guerre Bah contre oui, les grandes marques et tout ça. Se priver d'un difficile, hein. marché qui fait les 2 tiers de la taille du marché américain, et dont les habitants sont les deuxièmes plus gros consommateurs de contenu en ligne au monde, bah c'est vraiment très avisé, hein. Bravo le génie mental des affaires, hein, car franchement. Donc oui, les Brésiliens, oui parce qu'il faut savoir que les Brésiliens, ils passent 9h32 minutes en moyenne sur Internet par jour. Je sais pas comment ils font. Il y a que les Sud-Africains qui font mieux, ou pire, je sais pas, je pense qu'il faut dire pire en fait. Et donc, il y en a qui croient même pas qu'à leur chance, parce que pendant ce temps, qui c'est qui ramasse? Ben, c'est Beta et Threads, évidemment, hein, dans les Threads, dans les fils Ouais. chauffent à blanc. Et Blue Sky aussi, qui a vu un Blue pic Sky, ouais. d'activité, hein, avec 500 000 inscriptions par jour. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait X? Ben, ils sont en train de tester un outil de visioconférence en interne. Voilà, il veut faire son propre Zoom, c'est son dernier truc. Voilà, il va avoir son Zoom. Ok, super. Bah écoute, génial, mec. Oui, parce qu'effectivement, hein, tu le mets en lumière, le fait de te couper d'une population aussi importante d'utilisateurs, c'est aussi de te couper d'autant d'annonceurs. Moi, je souris quand même régulièrement, hein, je ne jette la pierre à personne et je ne désignerai personne, mais à plusieurs personnes qui disaient à l'époque où Elon Musk a racheté Twitter, finalement, c'est peut-être pas si mal. Il s'y connaît en matière de marché qui est très encadré par des réglementations avec notamment SpaceX et Tesla. Visiblement, je pense que la qualité de gestion d'Elon Musk au sujet de Twitter est désormais un véritable consensus dans un sens critique. Et puis, on peut continuer pendant qu'on parle d'Elon Musk, Guillaume, avec des histoires de quoi? De détention, pardon, d'actions Tesla. Oui, enfin, ça, c'est vraiment mineur en réalité. C'est vrai qu'on va parler encore un petit peu de Musk pour mentionner les suites d'une affaire qu'on avait évoquée. Pour ça, on fait un petit suivi, quoi. X Follow-up. est attaqué par la MMFA, qui n'est pas une assurance, ça c'est une ONG, c'est Media Matters for America, et qui avait montré que sur X, on pouvait avoir des pubs de grandes marques sur des contenus nazis, quoi, hein, ce qui avait pas trop plu aux annonceurs, et ça a été le début de la fin. Voilà, ça a été le début du gros problème là, qu'il y a encore toujours en ce moment, évidemment. Donc MMFA, ça a été l'allumette, hein, voilà, qui a fait brûler le torchon entre X et sa source de revenus principale, hein, un coup dur qu'Elon a géré de manière adulte et responsable, c'est-à-dire en attaquant l'association au tribunal. Une attaque qui est lunaire, soit dit en passant, puisque X ne conteste pas qu'il y ait effectivement eu des pubs sur des trucs nazis, donc ça c'est ok. Ils accusent la MMFA d'avoir mésutilisé, non c'est pas mésutilisé, c'est mésusé, ouais mésusé. Ouais. C'est nul mésusé, mésusutilisé on comprend mieux, mais bon, bref. Donc Moi, je préfère utiliser. Je le valide comme ça. ils accusent la MMFA de mésusage. Mésusage qui se résume, je le rappelle, hein, à créer un compte, scroller sa mère, et à noter quand une pub pour Disney en face d'une croix gammée. Bon, Ah, enfin, le ouais, mésusage, c'est quoi? C'est scroller trop longtemps. Je sais pas, c'est quoi la limite du scrollage sur X? Je sais pas. Et donc, scroller longtemps et pas être gentil, ça justifie un procès apparemment, hein, parce que non seulement X a porté plainte, mais en plus, ça a été validé hein, finalement par le juge Reed O'Connor, qui a jugé la plainte recevable et qui va permettre au procès de se tenir. Et tout ça se passe au Texas, où ni X ni la MMFA ne sont basés d'ailleurs. Mais attention, MMFA a mentionné dans son article Oracle et AT&T, qui sont 2 Texans, donc ça suffit. Et le juge Reed, effectivement, il s'est par ailleurs lui-même retiré d'une autre affaire, celle contre les grandes marques X, contre les grands annonceurs. Et pourquoi? Parce qu'il possède pas mal d'actions Tesla. Donc bon, voilà, il trouve que ouais, il y a peut-être un petit conflit d'intérêts. Sauf que là, dans cette affaire, ça roule, il n'y a pas de problème, donc je sais pas. Donc on peut avoir un espoir par contre, parce que on aurait pu avoir un espoir, parce que jusqu'ici, effectivement, la plainte contre X, enfin la plainte de X contre le centre contre la haine en ligne a été déboutée par un autre juge. Donc en fait, on s'attendait limite à ce que celui contre la MMFA soit aussi, parce qu'évidemment c'est à peu près les mêmes, c'est les mêmes contextes, et puis voilà, c'est des cas qui sont très faibles de toute façon dans les deux cas, quoi. Mais le truc c'est que parce que l'autre juge a vu qu'en réalité, voilà, ce que fait X, c'est demander des dommages et intérêts qui sont énormes, et ça atomise évidemment une ONG, donc c'est tout, c'est une tentative de les museler, de les détruire. Le truc, c'est que l'autre affaire a été jugée en Californie, et que celle-là a été jugée au Texas, donc apparemment, tiens, bon, ça doute aucun rapport. TikTok, pendant ce temps, est ciblé sur le plan légal avec une recommandation
d'un challenge un peu morbide. Et il est à nouveau question, je le mentionnais dans l'épisode de la semaine dernière, la section 230, Guillaume. Oui, mais ça, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, on parle de section 230 et on voit que les choses peuvent changer même si les lois restent les mêmes. C'est ça qui est intéressant. C'est une autre affaire complètement, c'est un autre réseau aussi. C'est un exemple qui montre que cette section ne protège pas de tout et n'importe quoi, désormais, et ça, c'est un peu, voilà, ça change un peu. Alors, le Blackout Challenge, si vous êtes un jeune de 2022, vous connaissez peut-être, mais j'espère pas, c'est un défi d'une idiotie totale qui consiste à s'étrangler tout seul pour partir dans les pommes. Ce qui est, oui, totalement débile et évidemment dangereux parce que C'est du foulard. si vous tombez dans les pommes, c'est que le cerveau est en train de s'asphyxier. Donc voilà, si vous continuez comme ça, juste un peu plus longtemps, c'est l'hosto. Et si juste un petit peu plus longtemps, c'est les séquelles. Et après, c'est le cimetière. Alors, quand même con à 10 ans. Ces conneries étaient pourtant largement présentes sur TikTok. Et peut-être encore, j'en sais rien en fait, et j'espère pas. Il y a eu des victimes, des morts, dont Naila, qui avait 10 ans, et dont les parents ont attaqué TikTok. Qui a pas du tout été inquiété. C'était une affaire en 2022, et section 230 et tout ça, voilà, c'est bon, c'était clos. À l'époque, c'était un signal fort d'ailleurs, les plateformes semblaient inattaquables. Enfin, je veux dire, si une famille en deuil d'une gamine de 10 ans avait perdu, ça semblait mort, quoi. Qu'est-ce que tu voulais faire de plus? Et pourtant, le cas est bel et bien allé en appel. Donc il y a eu un appel depuis. Et cet appel a été accepté. En fait, le cas va être réouvert et ça pourrait avoir des conséquences importantes. Il y a 2 juges du 3e circuit, alors je sais pas ce que ça veut dire le 3e circuit, bon, c'est 2 juges du 3e circuit, qui sont d'accord pour dire que la plainte contre TikTok, en fait, se tient. Et la raison, c'est que c'est l'algo de recommandation. Donc il y a Patty Schwartz, qui est une des juges qui considère que la page pour vous est un choix éditorial de la plateforme, que donc c'est une forme d'expression qui lui est propre, logique, et donc c'est pas protégé par la section 230. Et la raison de tout ça était quand même assez cocasse, dans un certain sens. Cocasse, ouais, ça fait rigoler que moi, sans doute, mais bon. Cette opinion, parce que c'est comme ça, en fait, c'est comme ça que c'est désigné, opinion. Mais en fait, c'est juste, voilà, il y a des arguments, quoi. Donc cette opinion du juge se base sur une décision de la Cour suprême, qui, cette année, a statué contre les lois floridiennes et texanes, qui voulaient empêcher les réseaux sociaux de se modérer. Pour faire très vite, donc ça c'est un truc aussi qu'on avait un peu couvert, mais bon voilà, c'était l'idée. C'était ces États conservateurs qui voulaient contrer un supposé biais gauchiste des réseaux sociaux, et la Cour suprême a décidé que c'était anticonstitutionnel, parce que la modération ou la promotion de certains contenus, c'est un choix éditorial, c'est une forme d'expression, et en tant que forme d'expression, elle est protégée par le premier amendement, par la liberté d'expression. Bon. Et cette décision, du coup, ça a été une victoire pour les plateformes. Mais ce qu'elle dit en creux, c'est que leurs algos de recommandation sont des expressions de leurs opinions, sur lesquelles on peut donc leur demander des comptes. Donc, ce sont plus des plateformes neutres, mais elles s'expriment pour elles-mêmes. Et donc, l'algo de la page pour vous, c'est un choix éditorial de TikTok qui prend la responsabilité de ce qu'il affiche, de ce qu'il y affiche. TikTok peut donc être attaqué dans ce cadre, d'autant que le challenge a circulé un moment et qu'ils avaient le temps de s'en rendre compte, quoi. Je veux dire, c'était assez connu. Si la gamine avait cherché et trouvé toute seule le contenu, TikTok n'aurait pas été responsable. Mais comme il lui a été présenté par TikTok, là c'est une autre histoire. Et bien sûr, le fait que les algos de reco, du coup, deviennent officiellement un angle d'attaque, ça doit faire sonner l'alarme chez pas mal de réseaux sociaux, j'imagine. Et c'est marrant parce que c'est vraiment comme si la décision de la Cour suprême était revenue dans la tronche des réseaux sociaux comme un boomerang. C'est assez étonnant. Comme quoi, finalement, la justice peut aussi avoir beaucoup d'aspects extrêmement bien faits, finalement. Mais oui, cet algorithme qui est considéré comme un choix éditorial est effectivement un précédent juridique dans l'interprétation de ce type de situation qui est plutôt intéressant et qui semble en fait parfaitement logique quelque part. On continue, Guillaume, avec toi, à observer l'évolution des usages, des modifications, notamment des photos. Alors, tu le disais tout à l'heure en intro, à quel point il faut différencier le fait de rendre une technologie disponible d'une technologie accessible au plus grand nombre. Et là, c'est vraiment des illustrations très concrètes de cette évolution dont tu vas nous parler. Oui, il y a une massification, si tu veux, des outils de retouche, des outils de retouche IA, et donc c'est des outils de retouche très réalistes, quoi, très puissants. D'ailleurs, c'est officiel, la version d'iOS 18.1 va contenir la version Apple de la gomme magique de Google, ni plus ni moins. C'est-à-dire la possibilité de virer des éléments des photos de manière simple, et voilà, rien que les entourant. Et la possibilité, du coup, de transformer, sans se prendre le chou, son cliché en deepfake, en réalité. Et donc, le deepfake va devenir la norme sur toutes les plateformes d'ici à quelques années. Ça a l'air, en tout cas, aujourd'hui, inévitable. Donc, on pourra mettre la tête de sa prof sur le corps d'une actrice porno, directement local et gratos. J'imagine, à un moment donné, ça sera probablement possible. Pour le moment, il faut encore avoir recours à des sites web plus ou moins chelous, mais ça arrête personne.
Selon la BBC, le deepfake porno est même devenu une urgence nationale en Corée. Donc les photos de sa camarade de classe ou de sa prof, hein, c'est devenu banal, et d'ailleurs, non, ça commence à être des vidéos, carrément. Donc la plupart des cas répertoriés, ce sont des mineurs qui font des fakes d'autres mineurs, ou de leurs profs, effectivement, et qui partagent ça assez librement sur Telegram, parce que, oui, Telegram, toujours dans les bons coups. Et d'ailleurs, encore en aparté, si vous voulez avoir une idée vraiment de ce qui peut se faire de pire sur Telegram, voir jusqu'où ça peut aller, en Corée en l'occurrence, hein, c'est une affaire qui est en Corée, il faut vous intéresser à l'affaire de la Nth Room, la énième chambre, c'est la chambre du docteur, comme on l'appelait. C'est une affaire qui date de 2019, qui a été racontée en détail dans le podcast Distorsion, c'est le numéro 125, qui s'appelle Baska et le réseau de chambres de torture numérique. Baska, ça veut dire docteur en coréen. Et donc, ça revient là-dessus en détail, c'est donc très descriptif, et je vous préviens, âme sensible, s'abstenir. On est dans du très, très, très lourd. C'est un sommet de l'horreur. Si vous voulez avoir une idée de ce qui peut se passer, effectivement, ça s'est passé, hein, c'est avéré, allez-y, hein, mais je vous aurais prévenu. C'est pas pour les âmes sensibles. Donc les faux nudes, puisqu'on en revient à ça, c'est pas aussi horrible, hein, évidemment. Donc les faux nudes, c'est pas aussi horrible, mais c'est très très répandu. Hein, donc là, on recense déjà au moins 200 écoles, 300 cas les 7 premiers mois cette année. C'est des chiffres qui sont sans aucun doute très 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 en dessous de la réalité, parce que là on parle de la Corée, mais en réalité, il y a une autre étude américaine de Thorne BSG qui a été conduite sur 1 millier de mineurs entre 9 et 17 ans, et qui date de fin 2023, qui n'est donc même pas si récente que ça, et qui montre que déjà à l'époque, 11% des répondants disent que leurs amis, c'est toujours leurs amis, hein, utilisent des générateurs d'images pour faire des nudes d'autres gamins. Et il y a 10% supplémentaires qui préfèrent ne pas répondre. Ok, donc on va dire qu'il y a entre 15 et 20% de gamins qui admettent qu'ils ont vu faire ça par des potes. Ça va faire quand même plus de 300 cas, ça. Hein. En tout cas, donc évidemment, c'est facile de minimiser le truc. Hein, voilà, c'est juste une blague, c'est même pas ton vrai corps. C'est sûr, c'est pas ton vrai corps, hein, mais que ce soit un corps halluciné par un modèle de diffusion ou pas, ou que ce soit un montage à l'ancienne avec Photoshop, hein, ou que ce soit une peinture à l'huile d'ailleurs même, partager, diffuser une représentation à caractère sexuel de quelqu'un sans son accord, c'est interdit. Et d'ailleurs, pour mettre bien les choses au point, je rappelle qu'en France, il y a un cadre légal clair, c'est la SREN, donc la SREN, S-R-E-N, ça veut dire sécuriser et réguler l'espace numérique. Et donc, je cite la loi, hein, l'utilisation d'hypertrucage, donc voilà, vous le saurez, ça s'appelle hypertrucage. Donc, l'utilisation d'hypertrucage ou deepfake peut, pour attenter à la dignité des personnes, en particulier des femmes, donc vidéos, images et autres contenus, notamment à caractère sexuel visant à nuire, générés par intelligence artificielle, est maintenant passible de 75 000 € d'amende et de 3 ans d'emprisonnement. Donc voilà, c'est quand même du sérieux, c'est interdit et c'est sérieux, quoi. Vous serez avertis. Et puis on va terminer cette rubrique, Guillaume, avec la Californie, hein, qui vote. Ouais, alors je sais pas trop si on a déjà parlé de la SB 1047. Honnêtement, ça me parlait pas sous ce petit nom-là, et je suis pas certain qu'on l'ait détaillé. Non, je pense pas. C'est un projet de loi californien de régulation de l'IA, et c'était bordélique. C'est bordélique depuis longtemps, en fait. Il était un peu bizarre en plus, parce que il est toujours très porté sur les gros risques catastrophiques, plus que sur les soucis actuels. Hein. Il comprend des clauses sur comment attaquer les IA comment attaquer les créateurs d'IA qui feraient des dégâts de science-fiction, du genre des cyberattaques massives, des attaques chimiques ou nucléaires, et c'est les IA en fait, qui sont censés faire ces problèmes. Et après, on pourra attaquer leurs créateurs. Donc en gros, c'est une loi qui permettrait de se retourner contre Cyberdine s'ils font Skynet, quoi, tu vois. Skynet full d'AWA, on attaque Cyberdine au tribunal, voilà. Parce que c'est évidemment ce qui va nous sauver. Alors ok, tout va très vite et on ne sait pas de quoi demain sera fait, hein. De pas quoi seront faits les prochaines décennies en IA, c'est vrai. Mais c'est quand même vrai aussi que cette orientation très dystopique fait un peu bizarre et paraît un petit peu à côté de la plaque. Même si elle est soutenue par Yoshua Bengio et Geoffrey Hinton, hein, qui sont les plus pessimistes des chercheurs en machine learning, probablement. Et quand je parle de gros problèmes, c'est quand même 500 millions de dommages minimum. Hein. Donc si les boîtes n'ont pas fait leur maximum pour mettre en place des mesures pour éviter que le système casse tout, elles sont responsables. On parle de gros systèmes. On parle de systèmes qui coûtent au moins 100 millions à entraîner, et qui utilise au moins 10 puissance 26 flops, qui est un nombre en fait vaguement dans les eaux de ce qu'il faut pour entraîner GPT-4, quoi. Vaguement. Du système IA déployé devront avoir un coupe-circuit d'urgence apparemment, et les boîtes doivent travailler sur la sécurité au maximum. Hein.
Et puis il y a la question des modèles open source, évidemment, qui posait, et qui a beaucoup, beaucoup fait parler. Qui est responsable? Le créateur original, à moins qu'on dépense plus de 10 millions pour modifier le truc là, auquel cas, c'est le mec qui a modifié. Alors tout ça, ce serait appliqué par un comité, le comité des modèles frontières, le Board of Frontier Models. Et ce projet, il a été amendé 6 ou 7 fois. C'est-à-dire, il y a eu des allers-retours incessants, énormément de discussions, de polémiques. Et aujourd'hui, il est beaucoup moins fort que ce qu'il a été. Il y a eu des réactions, la plupart négatives à l'industrie, et le 15 août encore, le PDG d'Anthropic donnait son avis sur le texte, qui a d'ailleurs un peu changé sous son influence. Le procureur peut plus d'ailleurs attaquer avant les dommages, mais il peut attaquer après. Et puis bon voilà, le board n'est plus une nouvelle agence, avant il fallait une nouvelle agence, le limite et le seuil de calcul finalement seront définis par le board, enfin bon. Ça a beaucoup changé. C'est assez chiant d'ailleurs parce que ça change tout le temps et c'était très 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 bordélique. Alors pourquoi j'en parle? Parce que la SB 1047 a finalement atteint un stade assez avancé. Alors qu'on pensait qu'elle allait peut-être crever assez rapidement, non, elle a quand même passé toutes les étapes et elle se retrouve là sur le bureau du gouverneur Gavin Newsom, donc c'est-à-dire c'est pas encore une loi, mais il pourrait la signer, ou pas. Et donc, est-ce qu'il va la signer? Mystère, on a la réponse ce mois-ci. Alors si jamais la loi passe, elle rentrera pas en vigueur avant 2026, probablement, et elle changera rien pour les petits modèles, puisque voilà, c'est les modèles très gros qui sont visés. Pour les gros, d'ailleurs, d'ici là, les chiffres vont peut-être changer, parce qu'il est probable que GPT-5 et compagnie passent très très largement le cap des 10 puissance 26 flops, et ils seront peut-être, différents, mais après, honnêtement, il y a aussi une bonne chance que GPT-5 ne soit pas si différent de GPT-4, qui a pas inventé le fil à couper le beurre, tu vois, et qui va pas... c'est pas Skynet, quoi. Et puis bon, pour conclure, et puisqu'on est né au projet de loi californien, SB machin truc, il y a, on peut dire 2 mots sur la AB 3211. Bon bah vas-y, continue. Oui, bien sûr. Qui porte sur les images génératives, et qui les obligerait à inclure un système robuste de watermarking pour les repérer facilement. Alors en l'état, c'est une loi qui est problématique parce que dans sa faisabilité, c'est problématique, parce que les watermarking, on en a, mais la robustesse, disons qu'elle n'est pas totale, quoi. Donc du coup, c'est quoi les critères de robustesse? C'est pas évident. Est-ce qu'une image modifiée, d'ailleurs, est-ce qu'une image, je sais pas, vous prenez une photo, vous rajoutez un hélicoptère avec votre téléphone, comme c'est désormais possible, est-ce que c'est couvert par la loi? Pour l'instant, on ne sait pas, donc il y a beaucoup de controverses autour de cette loi aussi, donc c'est reparti pour un tour, quoi. L'intention est louable et on peut la comprendre, la mise en application est un peu difficile. On va les laisser continuer à réfléchir et puis on vous dira si des solutions émergent. En attendant, on change un petit peu de rubrique, mais vous allez voir qu'on est dans une vraie continuité parce que tu nous désignais une situation avec des Terminators qui viendraient nous éradiquer, mais heureusement des lois auraient anticipé tout ça et pourraient, on l'espère, nous protéger. Mais enfin, il y a une autre version, Guillaume, de la robotique. C'est la robotique au service de la protection des hommes et des femmes de la Terre, comme, Robocop, mais pas encore. Eh écoute, si, c'est presque ça, c'est presque ça. Dans 6 mois, tous les policiers seront peut-être un peu Robocop, ou dans 1 an, je sais pas. Alors, pas avec un corps cybernétique et un énorme flingue, mais avec un truc beaucoup plus utile. Un robot qui écrit à leur place, une IA qui écrit leur rapport. Parce que la vie d'un policier, c'est aussi beaucoup, beaucoup de papier. Réel ou virtuel, c'est beaucoup de rapports, beaucoup d'écriture, et c'est pas forcément d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux ce qui fait l'attrait du métier. Et bon, pisser du texte, c'est la raison d'être de ChatGPT, donc c'était peut-être inévitable qu'à un moment, ça arrive et ChatGPT va écrire des rapports de police. Et c'est pas quelques policiers avec la flemme qui vont faire ça en douce, pas du tout, c'est un outil officiel, acheté par des postes de police, qui s'appelle Draft One. Et c'est fait par la société Axon, je sais pas, qui est devenu le chouchou de tous les gardiens de la paix qui ont pu travailler avec, vraiment, parce que Draft One, donc voilà, premier brouillon, utilise GPT-4 pour rédiger des rapports de police à partir des transcriptions de l'audio des caméras qui sont portées par les policiers eux-mêmes. Alors, aux États-Unis, il y a pratiquement, il y a énormément de policiers qui ont déjà des caméras qui filment en permanence, et donc il y a la transcription qui est faite automatiquement, et à partir de cette transcription, il y a Draft One qui rédige le truc. En gros, c'est comme la fonction de Google qui vient juste de mettre en place sur Google Meet. Voilà, ça résume tes réunions, mais là, ça résume l'interpellation d'un jeune délinquant sauvage, par exemple. Ou de n'importe quoi, d'autre, évidemment. Alors, Draft One est prompté pour générer des rapports assez... alors, c'est standardisé, sans fioriture ni fantaisie. Après, il propose le draft de brouillon à l'agent qui va devoir le relire avant de pouvoir le valider. Et la relecture est obligatoire. Et elle est même obligée par le fait que le logiciel va glisser volontairement de grosses conneries dans le rapport. Ah, c'est rassurant. Comme par exemple que la voiture a été volée par un gang d'écureuils surentraînés, tu vois, évidemment, si ce genre de conneries reste, ça veut dire que t'as pas lu, donc t'as pas relu. Et ça marche très bien. Mais si c'est vrai, s'il y a des vrais écureuils extraterrestres qui arrivent et qui... Non. Et dans ce cas-là,
Je pense qu'on tient un sujet plus intéressant que le sujet duquel je suis en train de parler. T'as raison, t'as pas tort. Mais non, mais voilà, enfin tu vois l'idée quoi, Bien sûr. c'est Bien malin. sûr, non, c'est intéressant. Et du coup, selon alors ça a été déjà déployé dans des commissariats en Oklahoma, dans le Colorado, dans l'Indiana, et ils adorent. Mais c'est pas étonnant, hein. Tu peux largement avoir à pondre plusieurs rapports par jour hein, quand t'es policier. Évidemment, ça gagne un temps de fou. Et même si Axon conseille de ne pas l'utiliser, de l'utiliser que pour des délits et des affaires mineures, bah, le pli, il est vite pris, hein, évidemment, et puis ça va devenir une extension du bras armé de la justice, hein, si je puis dire. Celui qui a un stylo. Et en fait, c'est tellement populaire que ça pourrait rapidement devenir la norme aux US et peut-être ailleurs. Alors évidemment, je sais pas du tout s'il y a ce genre de truc qui est à l'étude en France, je n'ai absolument aucune idée. Hein. Moi, là, j'ai des rapports qui sont qui viennent des États-Unis. Alors évidemment, en tant qu'observateur tech des limites des modèles de langage qu'on est, hein, voilà, on en parle tout le temps, des ces IA, on peut quand même se poser des questions. Dans une certaine mesure, les hallucinations sont limitées par le fait qu'ils ont une tâche qui est bien déterminée quand même, là, hein, puisque là, ils résument, voilà. Ils ne peuvent pas partir en Y, ils résument quelque chose, un texte qu'ils ont déjà. Donc c'est très encadré, la relecture est obligatoire, donc c'est quand même, c'est un peu rassurant, mais quand même, le système est assez opaque, hein, parce que c'est quand même un modèle propriétaire qui est derrière. Le prompt qui va influencer ce modèle, il n'est pas public, et les réglages non plus. Ça, c'est un manque de transparence qui, à mon avis, n'est pas acceptable dans le cadre d'une utilisation pour le bien public. C'est quand même l'ordre public, quoi, faut pas déconner. D'autant que les policiers ou ceux qui sont interrogés pourraient aussi remarquer des manières de manipuler le système. Parce qu'ils peuvent faire de l'injection de prompt, du coup. Parce que le système, il fait un résumé. Donc le contenu de la conversation, c'est le prompt. Et par ce prompt, on pourrait imaginer qu'une partie puisse être manipulée d'une certaine manière juste en parlant. Tu peux parler pour influencer le modèle d'une manière prévisible. Parce qu'on est qu'au tout début, on en parle de temps en temps, hein, mais c'est un type de vulnérabilité spécifique des modèles de langage, l'injection de prompt, et ça pourrait être du coup transféré au rapport de police, s'ils utilisent des modèles de langage. Et puis tout simplement, le système fera des erreurs, c'est certain, hein, les humains font des erreurs aussi, et les IA aussi. Actuellement, le problème, c'est qu'on n'a absolument aucune idée de qui en fait le plus. Le pire, c'est que peut-être que c'est les humains qui font le plus d'erreurs, et peut-être que les rapports IA vont améliorer la qualité globale des rapports de police. C'est tout à fait possible. Mais on ne sait pas. La perspective que GPT-4 joue un rôle quand même fondamental, parce que c'est vraiment le fondement, pour le coup, vraiment même des procédures judiciaires. C'est vraiment ce qui s'est passé et ce qui a été, les témoignages des flics et tout, c'est vraiment la base de la base, quoi, tu vois. Donc on est vraiment là où l'IA est au fondement des procédures judiciaires, et donc c'est un truc qui fait réfléchir un peu. Ouais, ça fait d'autant plus réfléchir qu'on pourrait même se poser la question de est-ce que ça augmente, est-ce que ça annihile un petit peu les biais qu'il peut y avoir autour d'une forme de ségrégation, quoi. Enfin, tu vois, les interpellations de personnes de couleur. Enfin bon, voilà, je pense qu'il y a peut-être des questions à mesurer là-dessus, mais comme tu dis, il faudra qu'on arrive à mesurer tout ça. Tu parlais d'hallucination, Guillaume, justement. Alors, il vient de sortir une autre étude sur un sujet qui est un peu connexe, c'est l'université de Stanford qui nous pense ça. Alors, c'est pas exactement le même logiciel ni le même objectif, hein, donc j'essaie pas d'amalgamer deux trucs différents, mais bon, c'est quand même un autre exemple d'outils avec intelligence artificielle utilisés dans le monde juridique, hein, et qui sont des outils professionnels, qui sont faits par des professionnels pour des professionnels. Et c'est très intéressant parce que ces outils, donc c'est des outils de Lexis, Westlaw et Thomson, Westlaw et Thomson Reuters. Et c'est des outils qui utilisent tous une technique qui est censée justement protéger des hallucinations, hein, bien connue sur les chatbots, hein, les chatbots tout simples, et cette technique c'est la RAG. La RAG pour Retrieval Augmented Generation, n'est-ce pas? Et le principe de la RAG, en fait, c'est pas super compliqué, schématiquement en tout cas, c'est pas compliqué, hein. On avait déjà parlé, on va se servir d'une base de connaissances, donc ici ça va être des textes de loi spécialisés hein, dans le domaine qui t'intéresse, avec toutes les jurisprudences, les décisions de justice, tout ça, bon voilà, tous les machins qui vont bien. Et quand on pose une question au chatbot, on va aller chercher des informations dans cette base et on va les injecter dans un prompt qui va demander au chatbot de rédiger une réponse en langage naturel à partir de ces informations. Donc le chatbot ne s'appuie pas sur ses connaissances internes, qui sont par essence approximatives, mais sur des infos sourcées. Et donc ça doit, sinon éliminer, au moins énormément réduire les hallucinations. Alors tout ça c'est très très schématique et dans le détail c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'évidemment, il y a des questions à toutes les étapes de ce que je viens de dire, il y a des questions énormes. Hein. Comment on stocke les données? Est-ce qu'on les stocke en clair? Est-ce qu'on les vectorise? Comment on fait la recherche dedans? Est-ce qu'on fait de la recherche sémantique? Est-ce qu'on, comment on les retrouve? C'est-à-dire comment on les associe à la question qu'on a posée? Est-ce qu'on est sûr que c'est les données pertinentes par rapport à la question qu'on a posée? Une fois qu'on a ces trucs, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on utilise un chatbot standard ou est-ce qu'on doit
utiliser un chatbot surentraîné pour cet usage-là? En général, c'est plutôt ce qu'on fait. Est-ce que le chatbot doit aussi passer en revue les infos, les juger? Comment il fait pour rédiger une réponse? Est-ce que la réponse est conforme aux informations? Est-ce que c'est juste? Comment on fait pour savoir si c'est sans erreur, sans omission, etc. Bon, bref. La RAG, en fait, c'est pas si simple, mais c'est une manière qui est importante, qui est même vitale quand on est dans des trucs vraiment très délicats, très critiques, comme ça. Et parce qu'on a déjà vu quand même des cas d'avocats qui se plantent spectaculairement quand ils font confiance à GPT-4, qui invente des trucs, des verdicts, tout ça. Donc les chercheurs de Stanford, ils se sont fait une petite méthode pour tester les outils pro, et apparemment, ces outils proposent de révolutionner la vie des avocats, comme Nexon, qui veut transfigurer celle des flics, ou Axon, pardon, je sais plus, désolé. Donc ils ont mis au point un dataset de questions-réponses chez Stanford, un petit peu des trucs qui sont un petit peu chauds en noir, un petit peu compliqués, un petit peu spécifiques, et puis ils ont fait passer le quiz à GPT-4, Lexis, Westlaw, et un truc qui s'appelle Practical Law. Et bonne nouvelle, oui, le RAG réduit bel et bien les hallucinations. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle les élimine pas totalement du tout. Et la présence d'ALU a été détectée dans pratiquement la moitié des cas pour GPT-4, ce qui est assez terrifiant déjà, donc voilà, n'utilisez pas ça tout seul, c'est pas une très bonne idée. Alors elle baisse sous les 20% pour Lexis et Practical Law, mais elle reste à plus de 30% chez Westlaw. Les hallucinations peuvent être de pures réponses incorrectes, carrément, ou alors ça peut être aussi des réponses qui sont incorrectement fondées. Quant à la qualité des réponses, Practical Law donne des réponses incomplètes dans 60% des cas quand même, alors que Lexis et Westlaw sont autour des 20%. Dans l'ensemble, Lexis c'est lui qui s'en sort le mieux avec 65% de bonnes réponses et 18% de réponses qui sont correctes mais incomplètes. Mais enfin, ça fait quand même 17% de cas où c'est juste pas bon. Et ça, c'est quand même le meilleur outil. Et apparemment, ça reste à peu près comme ça, quel que soit le domaine juridique. Donc oui, on se retrouve avec un système qui, dans le meilleur des cas, est bien meilleur que GPT-4, mais enfin qui est quand même, parce que GPT-4, il est à côté de la plaque dans 43% des cas. Enfin, c'est loin d'être parfait, c'est très loin, et donc il faut quand même se méfier. Après, il faut garder à l'esprit que les humains non plus, sans doute, n'auraient pas donné des résultats parfaits. Si on leur avait demandé, si on avait posé les mêmes questions, ils se seraient probablement plantés avec un certain pourcentage, j'imagine. Enfin, je sais pas, peut-être, tu vois. Mais de toute façon, l'étude ne quantifie pas ça, donc on peut pas vraiment comparer pour l'instant. Dommage, des pistes de réflexion plus qu'autre chose, mais c'est déjà pas mal. Au passage, Guillaume, il faut qu'on parle un petit peu d'OpenAI, qui a priori a besoin de fric, a besoin de beaucoup de fric. Oui, puisqu'on parle d'OpenAI, une petite revue de presse sur le sujet. Il y a eu cet été beaucoup trop de rumeurs d'ailleurs et de hype à propos des supposés futurs modèles d'OpenAI. On a aussi The Information qui doit avoir des tops un peu partout, qui révèle qu'OpenAI a montré son système Strawberry aux autorités fédérales et qui s'en servirait pour développer son prochain grand modèle de langage, alors, qui s'appellera peut-être GPT-5 ou pas, mais là qui a un nom de code qui s'appelle Orion. Alors que Strawberry était monté aux fédéraux, c'est pas une surprise en fait, puisque OpenAI et Anthropic ont déjà annoncé qu'ils allaient dévoiler en avant-première leur prochain modèle aux autorités, pour grosso modo les rassurer sur les mesures de sécurité qu'ils vont prendre. Donc c'est un effort de transparence qui pour nous est très opaque, parce qu'en fait nous on sait rien, on sait pas ce qui a été montré, on sait pas à qui ça a été montré, on sait pas ce qu'ils ont pu vérifier sur pièce, et on sait pas quelles ont été leurs conclusions. Donc voilà, c'est une transparence très opaque. Mais bon, ok, les nouveaux modèles sont en cours de cuisson, on s'en serait douté. Il y a une cascade de rumeurs sur Strawberry. C'est quoi Strawberry? Alors ce serait le nouveau nom de Q-Star, le fameux modèle mystère qui était censé être beaucoup plus intelligent que GPT-4, en ce qui concerne la logique, en tout cas, la logique et le raisonnement. Strawberry, ce serait une nouvelle version donc, de ce Q-Star qui servirait à mettre au point Orion. Comment, c'est pas clair, peut-être en produisant des données synthétiques, pour entraîner le poids lourd. Donc du coup, on peut se demander pourquoi pas faire un énorme Strawberry et sortir Strawberry. Sans doute parce que c'est un système qui est plus spécialisé logique et qui doit peut-être être trop lourd à exécuter à grande échelle sans avoir suffisamment de savoir factuel, parce que si on regarde ce qu'a fait Google un petit peu dans la même idée, et s'ils font des trucs un peu similaires, on a des modèles chez Google qui sont capables de faire des raisonnements complexes et d'aller beaucoup plus loin que les modèles de langage standard, mais c'est au prix d'énormément de capacité de calcul, parce que tu dois faire appel à un modèle de langage qui lui est à peu près standard, mais tu dois faire appel des milliers, des millions de fois pour chaque problème posé potentiellement. Donc si c'est le même cas pour Strawberry, on comprend que ce soit un modèle qui soit qu'interne et qu'il n'y ait pas de version commerciale, quoi. Mais bon, tout ça c'est des hypothèses en réalité, parce qu'on ne sait pas vraiment. En attendant, ChatGPT aurait atteint les 200 millions d'utilisateurs hebdomadaires, soit 2 fois ce qu'il y a 10 mois. Par ailleurs, 92% des 500 plus grosses entreprises mondiales utilisent les services d'OpenAI, un usage qui aurait doublé avec GPT-4o Mini, qui est la version de poche, qui est très très rapide et qui est surtout très très peu cher. Donc les chatbots petit à petit vont s'intègrent dans notre paysage de base, parce que là c'est 200 millions pour ChatGPT.
Mais Meta annonce 185 millions d'utilisateurs hebdomadaires pour son propre service de chat, alors que c'est un truc qui n'est même pas déployé chez nous, qui n'est même pas déployé au Brésil, voilà, où il y a beaucoup de grands, des grands marchés sur lesquels il n'est pas encore, quoi. Je connais pas les chiffres pour Gemini, pour Claude, mais il y a aussi Poe, Perplexity, et donc en cumulé, ça doit faire vraiment pas mal de monde, hein. C'est d'autant plus remarquable que plein d'employeurs ou de grosses boîtes encadrent sévèrement, voire interdisent l'usage des chatbots, et donc, ça doit être pas mal utilisé en douce, en fait. C'est un petit peu la conclusion, c'est qu'il y a pas mal de gens qui doivent l'utiliser quand même. OpenAI sera-t-il bientôt rentable grâce à ça? C'est pas sûr du tout, et du coup, ça l'empêche pas de lever encore beaucoup de fonds. Ça devrait passer la valeur de la boîte à 100 milliards de dollars, contre une estimation à 86 en fin d'année dernière. Ça veut pas dire qu'ils ont levé 14 milliards de dollars, en fait, hein, parce qu'on ne sait pas. En réalité, on ne connaît pas les chiffres exacts, on sait juste que c'est Thrive Capital qui va mener la levée de fonds, qu'il a déjà qui va mettre 1 milliard, hein, dans OpenAI. Et on sait aussi qu'il y a des poids lourds comme Nvidia, Apple et Microsoft, hein, quand même, qui vont aussi mettre des paquets de pognon sur la table. On a un chiffre de 100 millions qui flotte pour Nvidia, pour Apple, je sais pas. Microsoft a déjà mis 13 milliards dedans, hein, il pourra en mettre encore, au point où il est. Oh oui. Voilà, pourquoi pas. Hein, bon. Pourquoi Apple, d'ailleurs, investit directement, c'est pas clair non plus, mais voilà, c'est apparemment encore des levées de fonds, ça marche toujours. Bon, ça a l'air d'être le the place to invest en ce moment. Avis à vous, si vous avez beaucoup de sous et que vous voulez les investir, allez savoir. Un petit mot concernant Alexa, parce que c'est vrai que dans la famille des assistants comme ça, sur lesquels on attend de l'interaction et des évolutions, j'ai l'impression que peut-être Apple va arriver à rattraper un peu sur ça. Il y a du nouveau du côté d'Alexa chez Amazon, Guillaume? On avait un peu parlé, Alexa se pose des soucis à Amazon, hein, la nouvelle, celle qui avait été annoncée en grande pompe il y a 1 an déjà. Avec cette vidéo, on pouvait voir une Alexa aussi bavarde et presque aussi charmeuse que GPT-4o. En fait, c'était même mieux puisqu'elle pouvait, en tant qu'Alexa, hein, agir sur des trucs chez vous, puisque elle est intégrée à plein de trucs domotiques et tout. Mais c'est tout le paradoxe d'Alexa, justement. À l'époque, c'était très avancé pour son temps. Avec les années, ça s'est beaucoup enrichi sur plein de fonctions, mais ça s'est aussi sédimenté sur des paradigmes techniques pas très compatibles avec les nouveaux modèles. Et en plus, il semblerait que ce ne soit pas les seuls soucis d'Amazon, puisqu'on vient d'apprendre que la nouvelle Alexa utiliserait Claude d'Anthropic. Donc c'est une surprise, hein, puisqu'Amazon a son propre modèle de langage qui s'appelle Titan, et on pensait qu'il serait à la hauteur de son nom un petit peu, tu vois. Mais peut-être pas, voilà. Reuters affirme qu'Alexa serait principalement propulsé par Claude, parce qu'apparemment le modèle d'Amazon serait trop long à la détente. Amazon ne dépend pas qu'il va utiliser le modèle d'Anthropic, mais il affirme que son propre Titan va aussi être utilisé, alors comment, pourquoi, on ne sait pas, hein, mais bon. Il faut dire aussi qu'Amazon a investi 4 milliards de dollars dans Anthropic, donc ils ont des liens un petit peu étroits, autant que ça serve. Alors c'est a priori pour octobre, hein, la nouvelle Alexa. Ça coûterait 10 balles par mois, peut-être 5, on ne sait pas trop. Peut-être d'ailleurs qu'elle sera reportée parce qu'elle est toujours en test. Ça va commencer à faire tard, hein, pour proposer un nouveau chatbot. Une super Alexa payante a-t-elle une chance de s'imposer, hein, maintenant que tout le monde est habitué à une Alexa gratuite et à plein d'autres chatbots par ailleurs? Voilà, on va déjà voir si elle marche comme dans la vidéo, et puis on verra bien. Ouais, ce sera déjà pas mal qu'on la confronte à la réalité, effectivement. On reparle des datasets, hein, des ensembles de données qui permettent d'entraîner les différentes intelligences artificielles, Guillaume. Ouais, le Lion. Alors Lion, c'est L-A-I-O-N, hein, c'est le Large Scale Artificial Intelligence Open Network. C'est une ONG en fait qui s'occupe de rassembler des datasets, en particulier un énorme volume d'images qui est devenu célèbre parce qu'il a servi à entraîner Stable Diffusion, entre autres. Et en fait, Stable Diffusion n'a pas été entraîné sur l'intégralité, hein, du Lion, qu'on appelle aussi le Lion 5B, qui est pour 5 milliards d'images, mais sur un sous-ensemble qui est plus plaisant esthétiquement. C'est le cas aussi pour les autres générateurs qui ont utilisé ça. Et comment ils filtrent ça, c'est pas clair du tout d'ailleurs, mais bon voilà, c'est un sous-ensemble. Mais Lion est aussi sous le feu des critiques parce que, bien sûr, hein, quand tu recenses 5 milliards d'images, tu le fais pas tu fais pas à la main, tu fais de manière automatisée. Tu chopes un peu tout ce que tu trouves en public sur Internet et résultat, tu moissonnes aussi des images privées. Ils ne devraient pas être là. On sait qu'il y avait des images médicales, des radios de gens hospitalisés, parfois même des photos d'eux à l'hôpital. Et puis encore plus problématique, il y avait des images pédopornographiques dans le tas. Alors ils ont viré 2236 liens vers des contenus pédos qui leur ont été indiqués par des ONG spécialisées, donc l'Internet Watch Foundation et un autre qui est canadien contre la protection, pour la protection infantile, quoi. Et d'autres aussi, hein. Donc il y a désormais en ligne un nouveau dataset qui s'appelle le Relion, qui a été nettoyé par a priori de la pédopornographie connue. C'est un petit peu le problème parce que Lion a viré les images connues par les organismes de lutte contre la pédoporno, mais
c'est peut-être une fraction de ce qui existe dans le Lion, en fait, hein, parce que c'est ce qui est connu des organisations, pas forcément tout ce qui est sur internet. Et donc il y a Alex Champagnard, qui est cofondateur de Creative AI, qui pense qu'on est dans les 20 000 occurrences d'images problématiques dans le dataset et pas dans les 2000. Et donc il n'est pas super convaincu par les bonnes intentions de Lion, qui, selon lui, savait depuis le début, qui a même fait un classificateur maison, qui n'a pas été très efficace, et qui a laissé le dataset dispo quand même pendant une bonne année, alors qu'il y a eu des alertes, hein. Bon, Lion est désormais dispo, voilà, et puis il est sûr a priori de la propre entrée de son dataset, hein. Il faut noter quand même que, comme on l'a dit, hein, les générateurs d'images sont pas entraînés sur l'intégralité du Lion, et donc il n'est pas clair du tout si oui ou non ils ont été entraînés sur ce genre d'image et dans quelle proportion. Parce que voilà, on ne sait pas exactement lesquels ont été sélectionnés, quoi. Qu'est-ce que c'est, Guillaume? Une IA open source, on le savait à peu près pour les programmes, hein, les développements, les applicatifs, mais qu'est-ce que c'est une intelligence artificielle open source? Il faut qu'on se pose la question. Et ben apparemment, c'est pas les IA qu'on a maintenant, hein, de très rares exceptions près, hein. Les Llama, les Gemma n'en sont pas vraiment parce qu'elles sont pas reproductibles. Quand on parle d'IA open source, on parle voilà, souvent des IA de Meta, Google, Mistral, hein, c'est ça qui vient à l'esprit. On a les poids de ces modèles, c'est bon, on peut les télécharger. Ils sont plus ou moins librement utilisables et on a des infos dessus, souvent des rapports techniques qui sont plus ou moins précis. On a aussi parfois des codes, mais on n'a pas la recette complète. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'informations sur la dataset la plupart du temps qui pourrait permettre à quiconque aurait les moyens de reproduire le truc, s'il a vraiment autant de fric à mettre dedans. Et alors, du coup, l'Open Source Initiative est encore en train de plancher sur la définition officielle d'une IA open source. Et les principes directeurs, ils sont déjà établis, et puis voilà, hein, c'est un système open source, il doit être librement utilisable, donc pas de restriction. Pour tout utilisateur, il doit être modifiable, pour tout usage, il doit pouvoir être étudié complètement et partagé sans limitation, avec ou sans modification. Et conjointement, un modèle open source doit être fourni avec une suite d'informations sur la meilleure méthode de le modifier, ce qui recouvre ce qui est nécessaire aussi pour le fabriquer. Donc le code et les informations détaillées sur les données utilisées. Il faut noter que Meta, par exemple, n'aurait pas à fournir les données. Donc c'est assez malin parce qu'en réalité, il ne demande pas d'avoir le dataset. Il demande d'avoir suffisamment d'informations sur le dataset pour pouvoir, en principe, reformer le dataset et réentraîner le truc si tu en as envie. Donc on conserve la réplicabilité, mais on ne demande pas à chaque fois de fournir je ne sais pas combien de téraoctets ou de centaines de téraoctets de trucs, quoi. Donc pour l'instant, c'est pas fini, mais c'est une définition, alors c'est une définition qui va arriver, on aura donc une définition claire de l'IA open source. C'est en cours de formalisation. Pour l'instant, aucune ne rentre dans ce cadre. On va continuer à parler d'open weight ou de modèles ouverts, par abus de langage peut-être de modèles open source, mais on essaiera de faire gaffe à pas trop surutiliser, on va dire, l'expression open source. Work in progress, travail en cours, on le surveille. Et puis, on va conclure cette rubrique tech avec ce sujet qui nous fascine toujours autant. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de relayer des exploits technologiques, d'installer Doom sur des appareils à chaque fois divers et variés, mais on n'avait pas vu venir cette proposition de la part de Google qui est en fait assez dingue quand on y réfléchit, qui est non pas de faire tourner Doom quelque part, mais d'arriver à recréer Doom de manière générale sur un réseau de neurones. Le simuler, ouais, c'est ça. Bon, on est déjà un peu en jeu vidéo, hein, quelle transition extraordinaire. N'est-ce pas mais quel talent. Et oui, parce que donc Doom tournerait sur réseau de neurones. Faut dire, sur quelle machine est-ce qu'on ne peut pas jouer à Doom? Et c'est pas facile comme question, hein, parce que il y a des versions Texas Instruments, il y a des versions sur des scanners à ultrasons, des téléphones fixes, des distributeurs de billets, des tondeuses à gazon. Et oui. Husqvarna a une version officielle Doom, c'est pas une blague, hein. D'ailleurs, il y a le lien pour le prouver dans les trucs. Alors pourquoi? Parce que le code source de Doom, il a été libéré en 97. Alors, partiellement, enfin je sais plus trop, mais bon, il a été totalement libéré en tout cas en 99. Et donc Doom, donc c'est un listing C++, quoi, très propre, hein, c'est très bien optimisé, ça demande très peu de ressources en plus pour les standards actuels, hein. Doom demande une puissance de calcul dérisoire, donc c'est à la portée de n'importe quoi, de n'importe quelle montre. Et puis évidemment, c'est mythique, hein, tout le monde connaît ce jeu, forcément. Tout ça fait de Doom un très beau sujet d'expérience, et puis il y a des mécaniques qui sont assez simples, mais pas simplistes, hein, ce qui a conduit du coup les chercheurs de Google et DeepMind à le faire tourner sur un réseau de neurones. Alors, dans quel sens? Sur un réseau qu'on connaît plus, c'est un réseau qu'on connaît bien, puisqu'en fait, c'est une version lourdement modifiée de Stable Diffusion. Donc le réseau, par diffusion, va imaginer chaque image du jeu en fonction d'un prompt, entre guillemets, qui sera pas du tout constitué de mots, mais qui sera constitué des actions du joueur et de l'image précédente. Donc on a une partie diffusion, et qui va donc générer les frames, les images du jeu, et on est dans un schéma qui est aussi autorégressif, parce que l'image suivante, elle est générée en fonction de l'image précédente et des actions du joueur.
Donc le système global a été entraîné à partir des données synthétiques produites par une autre IA, parce que, bien sûr, le système peut produire des images et avec des actions du joueur, mais que si on l'a entraîné avec ce genre de truc. Donc ça veut dire qu'il faut bah, des masses considérables de couples image-action de jeu, et pour ça, ils ont créé un agent autonome qui joue à Doom. Donc il a été créé avec un système d'apprentissage par renforcement, hein, c'est-à-dire en fait, on n'a pas fabriqué à la main des vidéos de Doom avec des gens qui y jouent ou on a noté leur truc, on n'a pas fait comme ça. En fait, on a fait un agent qui a été entraîné à se comporter dans Doom un peu comme un humain, en lui donnant un objectif scoré, c'est-à-dire on lui donne des récompenses ou on le punit selon ce qu'il fait. Donc en gros, on le récompense de 1000 points quand il tue un ennemi. S'il touche un ennemi seulement, il a 300 points déjà. Par contre, on lui vire 5000 points s'il meurt. On lui donne des points pour récupérer de la vie, pour explorer d'autant plus loin du point de départ, etc. Et donc, petit à petit, en essayant de maximiser sa récompense, on obtient une IA qui commence à jouer à Doom d'une manière qui ressemble à celle d'un humain. Et on la laisse jouer comme ça, voilà, très très longtemps, et puis une fois qu'elle est à peu près au point, on lui fait fabriquer un dataset synthétique, hein, tout simplement, c'est-à-dire qu'on laisse l'IA jouer à Doom et on enregistre à la fois les suites d'images et les actions qu'elle produit. Et ensuite, on prend ces données pour entraîner le modèle de diffusion. Et le modèle de diffusion va rêver l'image qui suit en fonction de l'image précédente et des entrées sur une fenêtre de temps de quelques dizaines d'entrées. Je ne sais plus exactement, mais bon, la fenêtre de temps n'est pas énorme, très honnêtement. Alors, on utilise Stable Diffusion 1.4 comme base, mais il est nettement modifié. Alors déjà, l'auto-encodeur a été réentraîné parce que si tu utilises Stable Diffusion tout seul, l'interface, c'est la barre d'interface où tu as les vies, les armes, les munitions, tout ça, bon, ça part en coup très rapidement, c'est très moche, donc ils ont réentraîné quand même un petit peu tout ça. Et puis, ils ont réentraîné le modèle complet d'ailleurs, de toute façon. Et au final, on a effectivement, on peut d'ailleurs effectivement jouer à ce qui ressemble à Doom à travers ce réseau. Alors, ce réseau, il a un nom qui est en rapport, qui s'appelle Game Engine. Donc, Game Engine, ça se prononce Game Engine. Et évidemment, Game Engine, parce que moteur de jeu, ça simule un moteur de jeu, et ça s'écrit Game Engine avec GEN pour génération. C'est très malin, mais bon, bref. Google vient surtout d'inventer la manière la plus inefficace du monde de jouer à Doom, parce que ça nécessite un TPU V5 quand même pour tourner. C'est vrai. C'est paradoxal par rapport à l'exercice normalement qui vise à justement optimiser Doom pour qu'il consomme le moins possible. Voilà, là c'est Doom pour qu'il consomme le plus possible, puisque c'est un accélérateur IA surpuissant qui est réservé aux professionnels, et tu as 20 images par seconde. Et puis pour l'entraînement de tout ce bordel, je te raconte pas la puissance de calcul qu'il faut. Oh là là, ouais. Donc c'est une preuve de concept, clairement, c'est un système de deep learning qui arrive à simuler un moteur de jeu de manière convaincante pendant quelques dizaines de secondes ou minutes au mieux. Parce que Game Engine, il n'a pas une très longue mémoire temporelle en réalité, et ça finit par casser. La cohérence de l'ensemble finit par casser à un certain moment et assez vite en réalité. Alors, c'est impressionnant, c'est sûr, hein. Il n'y a pratiquement rien de spécifique à Doom là-dedans, hein. Doom, c'est un exemple, mais on aurait pu faire la même chose avec n'importe quel jeu, finalement, pourvu qu'on puisse avoir suffisamment de données de jeu, c'est-à-dire de couple image-action, d'une manière ou d'une autre, en réalité. Et donc, la qualité des graphismes, elle devient sans objet. C'est ça qui est intéressant, parce que pour un modèle de diffusion, halluciner Doom ou halluciner une photo de vacances, c'est la même chose. C'est pas plus compliqué pour lui d'halluciner un truc photoréaliste ou d'halluciner Doom. Mais au final, ça prend exactement la même quantité de calcul pour le modèle de diffusion. Et Stable Diffusion 1.4, en plus, c'est pas vraiment le meilleur générateur du moment, hein, donc on peut le faire tourner en mode autorégressif, il n'est pas forcément non plus prévu pour ça. Donc tout ça, c'est très nettement sous-optimal. Étant donné que les modèles vidéo arrivent et qui sont conçus pour avoir une cohérence spatio-temporaire de base, parce que c'est le but, quoi, il pourra être de bien meilleurs candidats pour de futures versions de Game Engine, en fait. Et il pourra aussi être beaucoup plus lourd, au passage, parce que Stable Diffusion, il a été choisi parce qu'il est très léger, il est comparativement tout petit, en réalité. Donc, mais bon, cette preuve de concept laisse envisager qu'il est possible de faire des générateurs vidéo interactifs. Et un générateur vidéo interactif, de fait, c'est un moteur de jeu, un peu. Avec quelques limitations quand même et grosses difficultés, parce qu'il faut déjà entraîner ces moteurs sur quelque chose. Parce qu'ils savent pas ce que tu veux faire en pro, donc si tu veux, il faut leur montrer, quoi. Donc il faut qu'il y ait quelque chose déjà qui existe d'une manière ou d'une autre, il faut des exemples. Et des exemples en très grande quantité. Donc tu crées ces trucs par l'exemple, donc il va y avoir des exemples d'images du jeu et de mécaniques qui soient vraiment abondants. Et simuler un moteur de jeu qui existe déjà, c'est bien pour une preuve de concept, mais en pratique ça sert à rien. Donc comment générer des données de base, c'est pas évident dans ce cadre. Après on peut imaginer que le reste soit aussi génératif, c'est-à-dire qu'on puisse avoir une génération aussi des mécaniques, tout ça, mais
c'est encore un autre problème. Pour l'instant, c'est au-delà de ce qui a été fait, vraiment. Autre gros souci, dans un cadre de création, tu peux rien régler, tu peux rien modifier. Un modèle simule ce qu'il a vu. Mais si tu veux altérer un réglage, un comportement d'ennemi, ou juste la quantité de vie, hein, tu prends un item, il te file 10 points de vie, tu veux qu'il te file 20 points de vie, ben c'est mort, il faut tout réentraîner de zéro. Et donc pour le moment, c'est absurdement coûteux. T'as pas de variable à régler dans un réseau de neurones, c'est complètement opaque. Donc la quantité de données de calcul pour le résultat qu'on obtient, bon ben voilà, pour l'instant, c'est pas clair que ça vaille le coup. Donc pour l'instant, c'est vraiment une preuve de concept qui peut faire imaginer des trucs pour un futur à moyen terme peut-être, mais faire un moteur, enfin utiliser en pratique un moteur de jeu avec ce truc-là, qui est en plus une cohérence, parce que je veux dire, tu joues à un jeu vidéo, tu peux jouer 4 heures en jeu vidéo, quoi, tu vois, donc pour qu'il reste cohérent pendant 4 heures, ça va pas être de la tarte, hein. Donc c'est très intéressant, mais c'est clair que ça ne va pas remplacer Unreal Engine à court terme ou à moyen terme. Ouais, c'est une piste de recherche plutôt qu'une solution qui se dessine pour les développeurs. Mais c'est vraiment un sujet marquant et fascinant. Franchement, à soupçonner de mon côté, j'aurais pas soupçonné qu'on verrait ce type de choses arriver et quelque part arriver aussi vite. Formidable. Bon, bah effectivement, hein, introduction parfaite, liaison idéale pour parler un petit peu de jeux vidéo. Et Guillaume, toi, tu as été attentif à l'Indie Showcase. Oui, alors il y a eu beaucoup trop de jeux, puisqu'il y a eu l'Indie Showcase et le Nintendo Direct finalement en même temps. Donc je sais pas s'il y a des trucs qui ont attiré ton attention dans l'Indie. Alors, je vais vraiment pas faire semblant de l'avoir suivi parce que j'ai absolument pas eu le temps, à mon grand regret, et surtout en ce moment, de suivre l'actu des jeux vidéo. Mais j'ai quand même vu passer un truc, Guillaume, qui est cher à mon cœur parce que. Bah là trop. Est-ce que je t'ai déjà dit oui. Je te l'ai déjà dit que je passais du temps dessus. Oui, je t'ai déjà dit combien de temps j'y passais. Je sais pas, 80 heures. J'ai vu 188 heures sur Steam et je me suis dit vraiment oui. Et je pense que tu peux pas raisonnablement dire j'ai pas le temps de jouer à des jeux vidéo et avoir passé autant de temps. Mais c'est terrible parce qu'avec l'été, c'était trop bien. J'ai eu pas mal de vacances et j'avoue qu'un mélange entre te détendre, te concentrer et te faire des maths comme ça, c'est génial. Donc oui, je suis navré. Je me demande si j'ai pas passé plus de temps à Balatro qu'à Elden Ring. Cette honte. Et écoute, il y a un crossover Balatro, The Witcher, Vampire Survivor, tout ça. Écoute, non, bah, il y avait quoi? Il y avait Neva qui a l'air vraiment jolie, une sorte de platformer poétique avec un gamin et son loup blanc. Bon, sinon, dans le côté pas du tout poétique, il y a God Simulator 3 avec des girafes maintenant. Ça a l'air vraiment sympa. Et puis sinon, il y avait Tetris Forever. Alors, je sais pas, c'est pas très original, je sais évidemment, mais apparemment, c'est donc une compilation avec plein de versions de Tetris historiques, dont la toute première, la russe en mode texte. Et puis, c'est Digital Eclipse qui fait ça, et puis ils sont très forts pour faire des espèces de... Alors, il y a des documentaires, il y a des jeux, enfin, tout ça est très très bien foutu, très bien emballé. Il y a des documentaires attachés à tout ça en vidéo, et beaucoup de textes, voilà, c'est des trucs qui avaient été sympas avec, par exemple, Karateka, ils avaient fait un truc vraiment pas mal. Et donc, je pense qu'on pourrait en apprendre beaucoup plus sur Tetris qu'avec le docu-fiction sur Apple TV, qui est absolument... Le docu-fiction sur Apple TV, ne pensez pas, voilà, c'est une fiction, hein. Tetris sur Apple TV+, là, c'est une fiction. C'est pas un vrai documentaire. Mais bon, sinon, côté Nintendo, on a quand même pas mal de remakes, hein. Dragon Quest 3, Tales of Grace, des collections rétro Castlevania Capcom. Il y a Power Stone qui revient, ça mérite d'être connu et reconnu. Et sinon, j'ai un truc que j'avais pas vu venir, il y a la trilogie Stalker qui revient. Et ça me rappelle qu'après toutes ces années, j'ai toujours pas fait Call of Pripyat, donc c'est peut-être l'occasion. Stalker, c'est un jeu assez mythique, hein, pour ceux qui... un jeu ukrainien qui se passe dans la zone autour de Tchernobyl et qui a vraiment fait date, qui était... Bon, il y a toute une histoire très très longue et complexe, quoi, mais c'est marrant de la voir revenir, c'est sympa. Parfait. J'étais en train de regarder en même temps puisque je m'étais pas actualisé sur le serveur Discord et je voyais des petites réflexions. Il y a une rubrique jeux vidéo, hein, sur Discord, donc si vous voulez continuer à échanger avec nous sur les jeux vidéo, c'est possible. Un petit mot quand même pour compléter les présentations. Est-ce que tu vois ce que c'est Pico Park? Moi, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps au travers d'un stream. Alors, c'est un jeu multijoueur, donc tu peux jouer évidemment à distance. Les graphismes sont presque rédhibitoires tellement ils sont simplistes et moches. Mais les mécaniques de puzzle sont hyper bien foutues et tu sais, ces jeux qui te demandent de découvrir un peu ce qu'il faut faire. Et j'ai vu un stream où il y avait 4 personnes qui jouaient en même temps à ça l'autre jour. Ça m'a tenté, ils ont annoncé Pico Park 2, donc comme quoi c'est le signe que le 1 a dû avoir son succès. Si jamais ça tente les auditeurs et les personnes sur le serveur Discord de Tech Café de tester, moi je serais chaud pour trouver un petit moment un week-end.
vous allez sur techcafé.fr/Discord, rubrique jeux vidéo, puis peut-être qu'on pourra tester ça. On termine, Guillaume, avec la rubrique jeux vidéo. Oui, avec quelques nouvelles de Sony qui a sorti quelques chiffres. Alors bon, il y a aussi le cas Concorde, hein, malheureusement, qui s'est pas arrangé depuis la semaine dernière, puisque Concorde, hier, comptait une 40aine de joueurs en simultané sur Steam. Je pense que c'est un record de lose. C'est pas beaucoup. Ah, c'est vraiment pas beaucoup, hein, pour un jeu qui a coûté, je sais pas, 100 millions de dollars, un truc comme ça, parce que ça a dû être, je crois qu'il a été développé sur, je sais pas, 3 ans, 5 ans, vraiment, ça a été long, quoi. Pour un jeu multi d'un éditeur comme Sony, c'est quand même impressionnant, quoi. C'est peut-être le plus gros flop de l'histoire. Je sais pas, on connaît pas les chiffres PlayStation, mais étant donné que Concorde n'est pas encore free-to-play, donc voilà, c'est quand même 40 balles, je doute que ce soit vraiment mieux. Mais bon, malgré ce crash intersidéral, quand même, Sony va pas mal du tout, hein. Helldivers 2 et Stellar Blade se sont très bien vendus. Il y a eu 1 million en 2 mois, selon les estimations, je crois que c'est pour Stellar Blade. Donc il y a un port PC de Stellar Blade qui sera en cours, hein. Et d'ailleurs, cette stratégie des portages, ça marche du tonnerre. Ça marche très bien, ça se vend très bien, ça rapporte pas mal de blé. Ghost of Tsushima et Horizon Forbidden West ont été dans le top 10 des jeux PC les plus vendus. God of War, d'ailleurs, s'était écoulé à 2,5 millions d'exemplaires, et puis il y a la suite qui arrive, là, dès ce mois-ci. Sachant qu'Astrobot et Lego Horizon arrivent, là encore, voilà, franchement, il y a de quoi oublier plus ou moins le crash du Concorde, hein, surtout qu'il va sans doute se retrouver direct dans le PS Plus en free-to-play, voilà, dans pas très longtemps, j'imagine. Et ce qui est marrant, c'est que côté matos, ça marche assez fort aussi. Il y a eu 7 millions de PS5 vendus au premier semestre 2024. Alors évidemment, c'est moins que les 9,3 millions de 2023, mais enfin après, c'est une console qui est sortie en 2020 aussi, hein, donc forcément, c'est normal que les ventes se tassent un petit peu. Et puis surtout que, bon, elles ont beau se tasser, elles écrasent littéralement les Xbox. Parce que si on en croit Daniel Hamad de Nico Partner, ils estiment que Microsoft aurait vendu 5 fois moins de consoles que Sony au total. Oh là là. Ce qui appuie évidemment la stratégie de Microsoft de vendre leurs jeux aussi sur PlayStation. C'est sûr que ça se comprend, si on a ce genre de proportion, ouais, ça se comprend. Mais du coup, c'est un cercle vicieux, hein, comme on l'a dit la dernière fois. Et incroyablement, Sony affirme que le PlayStation Portal se vend bien, malgré mes moqueries mesquines. Ce périphérique s'est vendu mieux que prévu. Voilà. Alors peut-être qu'ils espéraient en vendre vraiment pas beaucoup, mais en tout cas, apparemment, ça s'est beaucoup mieux vendu que ce qu'ils espéraient. Et donc, oui, tout dépend de l'objectif initial. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, ils considèrent comme un succès ce truc, hein, qui leur fait même apparemment reconsidérer le marché du portable. Alors, on n'est pas encore à l'annonce d'une Vita 2, mais allez savoir, Sony porte une attention particulière au marché portable, je cite, alors tant mieux. Tu sais, je réfléchis à PlayStation Portal. Je reconnais que quand tu vois la vague des handheld PC, donc les consoles portables de type PC avec des formats assimilés Switch, hein, avec les grands résumés, on a parlé avec Tom du Steam Deck cet été dans un épisode dédié, remonté dans le fil d'actualité du podcast pour retrouver l'épisode. Je me dis, souvent, ce type d'appareil, finalement, il sort pas trop de la maison et les gens ont tendance à jouer à ça dans le lit, tu vois, ou en mobilité, mais dans la maison, ils le sortent pas beaucoup. Et j'ai l'impression que finalement, si tu as déjà une PlayStation, que tu aimes tes jeux PlayStation, si tu veux en profiter à fond et que pas exploiter l'écran du salon pendant que les enfants regardent leurs dessins animés favoris ou que même jouent à Fortnite, je me dis, parfois, ça doit pouvoir être une solution pas inintéressante pour un prix qui est important. Ouais, mais c'est pas la même expérience du tout. Bien. Oui, c'est vrai. Donc, je comprends qu'il y a un marché qui soit peut-être supérieur à ce que j'aurais imaginé. Bon, voilà, moi, je suis pas du tout client. Mais... En tout cas, il y a une véritable appétence du jeu mobile, hein, et qui se confirme. Voilà, qui est pas du tout une surprise. Je veux dire, vu le carton de la Switch. Mais donc c'est cool, parce que voilà, ce serait très cool effectivement que Sony revienne sur le marché du portable. Moi qui suis très portable, j'attends ça avec impatience. Bon, en tous les cas, sachant pour conclure que les ventes du PSVR 2 aussi ont augmenté. Elles ont augmenté... Supérieures à leurs attentes là aussi. Elles ont augmenté de 2350%. Waouh. Elles sont passées... C'est énorme. Ah ben non, oui, mais alors le truc c'est qu'à mon avis, elles sont passées de 1 à 2000 unités, quoi. Je pense un truc comme ça, quoi. C'est tout, tu vois. C'est à mon avis... Est-ce que ça aurait un lien avec le fait de pouvoir l'ouvrir à un usage PC ? Tout à fait, ça a très certainement un lien avec l'annonce du support PC, ça c'est clair et c'est net, parce que ça en fait un casque très attrayant. Ça a un encore plus gros lien avec une grosse promo aux États-Unis qu'il a passé à $345. Ah parce que pour le coup, un casque de cette qualité pour PC à $345, là, c'est vraiment attrayant. Et donc, bon, ben voilà, ils ont trouvé, hein, je veux dire, c'est... Donc, en gros, il fallait baisser le prix et lui trouver une utilité. Bon, ben voilà, c'est fait, quoi, tu vois. Puisqu'ils n'arrivent pas à sortir des jeux dessus, bon, ben, ils l'ont en mode sur PC, c'est bien aussi.
Pas savoir maintenant, hein, si maintenant qu'il y a une base installée, peut-être qu'il y aurait des jeux VR qui pourraient sortir. Bon, c'est pas gagné encore. Bah, Bon, mais non, mais tu sais que c'est une très bonne remarque, hein. Si ça se confirme et que bah, du coup le PC fait vendre des PSVR 2 et que du coup il y a plus de machines installées, bah oui, il y aurait peut-être aussi plus de motivation à sortir des jeux PSVR intéressants et en plus grande quantité et plus chers, voilà. Pour Sony même, hein, parce que c'est quand même Sony qui devrait Mm. normalement être le leader, tu vois, et Bien sortir sûr, ils des devraient avoir des AAA pour son contenus. PSVR 2 pour le Eh soutenir. oui. Ce qu'il fait pas. Mm, mm. Ben, Non. s'il pouvait le faire, ça serait évidemment, ça serait mieux. D'ailleurs, c'est une question que je me posais, Guillaume. Au-delà de l'aspect game design, est-ce que techniquement parlant, c'est plus compliqué de développer un jeu VR? La question impossible à répondre. C'est comment on te pose une question, ça coûte combien une maison? Bon, en fait, la réponse c'est impossible. Mais quand même, Guillaume, juste pour tenter d'orienter la réponse à cette question, est-ce que un studio de développement, pour toi, c'est plus compliqué pour lui de sortir un jeu en réalité virtuelle? Si je mets de côté la partie game design, tu vois, il faut justifier l'immersion en réalité virtuelle. Je prends le même jeu. Je le pense en first-person shooter ou en... Ouais, ben ou c'est en- justement, c'est là le problème en fait, hein, c'est que tu peux Merde. pas faire les mêmes jeux. Ouais. Si tu pars du principe, je fais le même jeu et je fais une version VR et une version Ah machin ouais, et c'est c'est la vrai que même, ma tu réponse est cours dans dans ma le mur question. en vrai, parce que c'est le ressenti est pas le même, les interfaces sont pas les mêmes, les risques de vomito sont pas les mêmes non plus, hein. Si tu fais le même jeu exactement et que tu le mets en VR comme ça, t'as un gros risque qu'il y ait une grosse partie de tes joueurs qui finissent aux chiottes au bout d'une Eh heure, oui. quoi. Et donc non, en vrai, c'est ça le problème, c'est que tu peux pas vraiment dire c'est les mêmes jeux. Décorrélé. Moi, je Ouais, pense bien que tu sûr. peux pas dire ça, en fait. Et les vrais bons jeux VR, ils sont pensés pour la VR, quoi. Ouais, je comprends. Si vous avez des expériences sur la réalité virtuelle, les jeux vidéo, n'hésitez pas, là encore, hein, sur le serveur Discord de Tech Café, dans la rubrique jeux vidéo. Je rêve un jour, je le ferai Mais un tu le jour, vois, promis à ça, tu Guillaume, le vois, tu de peux le jouer à voir. Alix. Tu peux le voir, en fait, avec des... Il y a des wrappers qui permettent de passer des jeux artificiellement en VR. Bon, le nom D'accord. m'échappe là tout de suite, mais il y a un wrapper Ok. qui permet effectivement, tu prends un jeu normal, Ok. tu charges le logiciel, et ben tu peux l'utiliser Ok. dans un casque, n'importe lequel, voilà, compatible Steam VR, quoi. Et ben, c'est là que, et ben, quand tu fais ça, au début, c'est super, parce que tu te dis, ah putain, mais c'est génial, tu redécouvres le jeu et tout. Et très Ouais. très vite, tu te rends compte que, ah ben ouais, mais ben, c'est pas super jouable. Ah ben ouais, mais du coup, je me sens pas très bien, mais je vois pas trop ce qu'il faut faire, mais j'arrive pas à interagir comme je veux. C'est quand tu passes des jeux normaux en VR direct, sans modification, que tu te rends compte en fait qu'il y a quand même un petit peu de boulot à faire pour avoir un jeu VR qui tienne la route, quoi. Oh, j'en profite, il faut pas qu'on fasse un épisode encore plus long, encore plus trop long qu'il ne l'est déjà, mais juste pour dire, il y a une vidéo que j'ai bien aimée, que j'ai regardée, je sais pas si tu l'as vue, mais la vidéo du bazar du grenier, donc du joueur du grenier. Il a sorti, donc c'est sa chaîne secondaire, mais pourquoi l'IA est pourrie, et il parle non pas du tout des dernières intelligences artificielles génératives, mais en gros, pourquoi les comportements des personnages non joueurs dans les jeux sont aussi mauvaises. Et vraiment, l'enquête est hyper intéressante. Je connaissais pas ce format, je sais pas si c'est un truc Oui, qui va si, développer. mais alors, Super. comment dire, c'est une problématique effectivement que j'ai dû avoir par le passé, si tu veux, à gérer directement, Ok. hein, à l'époque où je développais là. Mais bon, bref, en tous les cas, la réponse très très simple, c'est tout simplement parce que les IA de jeux vidéo sont pas des IA. Ce sont pas Ouais. parce qu'un jeu vidéo, c'est du cinéma. C'est un décor de cinéma et que dedans, tu as des acteurs et que ces acteurs, ils bougent non pas pour gagner, ils bougent pas pour être intelligents, ils sont pas là pour être intelligents, ils sont pas là pour gagner, ils sont là pour t'amuser. Ils sont là pour que tu t'amuses. Donc, si les IA sont connes, ben c'est fait exprès. Très souvent, c'est fait exprès. Parce que faire des IA qui sont super fortes, c'est super facile. Mais c'est pas marrant. Il faut faire des IA qui sont agréables à jouer. C'est pas drôle, Guillaume, parce que tu viens de pourrir tout l'intérêt de regarder 30 minutes de vidéo de joueur du grenier, parce que tu viens de résumer de manière bien trop pertinente en 1 minute la conclusion de la vidéo. Donc, t'as massacré le travail de... Non, de joueur du désolé. grenier. Non, mais Non, bon, il le fait en images, c'est beau aussi de Mais faire oui, des bah, images, bien sûr. mais tu as évidemment parfaitement résumé l'explication. Merci en tout cas, Guillaume. Bon, vous avez vu, hein, j'ai distillé tout au long de l'épisode à plusieurs reprises les différents canaux de contact que vous pouvez utiliser pour nous. Vous pouvez aller sur techcafé.fr dans les commentaires. Vous pouvez aller sur le serveur Discord de Tech Café, techcafé.fr/Discord. Et vraiment, on compte sur vous pour 2 choses. C'est important, hein, si vous envisagez
Et si vous avez la possibilité de nous soutenir, si vous envisagez vraiment de faire de Tech Café un podcast qui va vous aider dans votre veille au quotidien et qui vous permet vraiment de passer des bons moments, j'exclus les personnes qui s'endorment avec nous parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'endorment en écoutant Tech Café. Voilà, ce serait un peu vexant quelque part de savoir que vous financez un podcast en vous endormant dessus. Quoique, d'ailleurs, c'est peut-être un service incontournable que d'autres podcasts ne vous rendent pas. Patreon.com/TechCafé. On compte sur vous et aussi pour déposer des avis sur Apple Podcasts, Podcast Addict et des étoiles sur Spotify. Quelques contacts individuels parce que forcément, au-delà de Tech Café, il y a des cœurs qui battent. Enfin, je crois. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver pour entendre ton cœur battre ? Écoute, moi, tu sais quoi, ça m'a donné envie de jouer à Doom. Et il y a une vraie raison que j'ai là pour retourner sur Doom, c'est qu'ils ont sorti une version en ray tracing, et ça, il faut que je teste. Ah, très bien. Je Après crois que c'est Minecraft Doom. en ray tracing, ok, et ça peut sans doute en plus apporter son petit effet. Bah, tu nous feras ton feedback, ton retour, peut-être dans un futur épisode de Tech Café. Merci beaucoup. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.